La tempête silencieuse. Théa Hollis avait appris à se faire toute petite. Au lycée Jean Moulin de Bron, en banlieue de Lyon, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, gardant la tête baissée, tandis qu'elle naviguait chaque matin dans les couloirs bondés, les épaules rentrées, les yeux fixés sur les dalles de linoléum éraflées sous ses baskets usées. Elle était plus petite que la plupart des élèves, atteignant à peine 1,60 m, avec une silhouette si menue qu'elle semblait presque fragile sous ses sweats à capuche trop grands et ses jeans larges. Ses cheveux sombres étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage pâle, dénué de tout maquillage, rien qui puisse attirer l'attention. Elle se déplaçait dans le lycée comme un fantôme, se glissant entre les groupes d'élèves qui riaient, ne croisant jamais un regard, ne parlant jamais, à moins qu'on ne lui adresse la parole en premier. La plupart des élèves de Jean Moulin ne connaissaient pas son nom, et c'était exactement ce qu'elle souhaitait. L'établissement lui-même s'étendait sur plusieurs hectares, un bâtiment de 3 étages en briques dont les ailes partaient d'un hall central, comme les rayons d'une roue. Le couloir principal s'étirait sur près de 400 mètres, de l'entrée jusqu'au gymnase, flanqué de casiers métalliques cabossés peints en gris industriel. Au-dessus, les néons grésillaient, baignant chaque surface d'une lueur crue et clinique. La cafétéria, ou plutôt le self, occupait le rez-de-chaussée de l'aile est, un espace caverneux avec de longues tables disposées en rangées, qui sentaient en permanence la pizza industrielle et l'eau de Javel. Le gymnase dominait l'aile ouest, son parquet poli brillant sous d'énormes projecteurs, les gradins repliés contre les murs. Dehors, le terrain de rugby s'étendait derrière le bâtiment, entouré d'une piste d'athlétisme craquelée et d'un grillage rouillé. Le lycée Jean Moulin avait la réputation d'être un établissement correct, ni prestigieux ni difficile, accueillant une population issue de la classe moyenne, où la plupart des parents avaient des emplois stables, et où la plupart des élèves visaient un IUT ou une licence à l'université. Théa était arrivée à Jean Moulin au début du semestre, transférée depuis l'autre bout du pays, sans explication, sans fanfare, sans amis. L'administration l'avait inscrite dans ses classes, sans cérémonie, et elle s'était glissée dans la routine scolaire comme quelqu'un qui purge une peine. Elle s'asseyait au fond de chaque salle de classe, faisait ses devoirs sans jamais participer aux discussions, déjeunait seule au bord du self, près de la sortie de secours. Elle portait un sac à dos usé qui semblait trop lourd pour sa petite carrure et elle gardait toujours son sac de sport enfermé à double tour dans son casier, ne le laissant jamais sans surveillance, ne l'ouvrant jamais là où d'autres auraient pu voir ce qu'il contenait. La première fois qu'elle croisa Garrett Vance, ce fut dans le couloir de l'aile des sciences, un mardi matin, durant la 2e semaine de cours. Garrett était impossible à manquer, 1,88 m, la carrure de quelqu'un qui passait des heures à la salle de musculation, des épaules larges qui tendaient le tissu de son maillot de rugby des Lions de Jean Moulin, des cheveux blonds coiffés avec une quantité excessive de gel. Il se déplaçait dans les couloirs comme s'il lui appartenait, entouré de son cercle rapproché, les autres élèves s'écartant pour le laisser passer. Sa famille possédait la plus grande concession automobile de la région, et son père siégeait au conseil d'administration du lycée, des faits que Garrett mentionnait fréquemment et bruyamment. Il avait cette sorte d'assurance qui vient de ne jamais s'être entendu dire non, de n'avoir jamais fait face à de réelles conséquences, de n'avoir jamais eu à considérer les sentiments ou les limites de quiconque. Cette première rencontre fut mineure, à peine digne d'être mémorisée. Théa longeait le mur en direction de son cours de biologie quand Garrett et ses amis arrivèrent en sens inverse. Elle avait tenté de se faufiler, de se faire encore plus petite. Mais Garrett l'avait heurtée à l'épaule assez fort pour la faire trébucher, son sac à dos balançant dangereusement. Ses amis avaient ri, et Garrett avait jeté un regard en arrière avec un sourire narquois, sans prendre la peine de s'excuser, ne la voyant même pas vraiment comme une personne. Théa s'était stabilisée contre le mur, avait attendu qu'il passe, puis avait continué son chemin sans la moindre réaction. Son cœur avait martelé dans sa poitrine,
l'adrénaline inondant son système, mais elle avait respiré profondément, contrôlé la montée de panique, l'avait enfouie dans le puits profond où elle gardait tout le reste. Le deuxième incident eut lieu 3 jours plus tard au Self. Thea portait son plateau repas vers sa table isolée habituelle, quand l'ami de Garrett, un lutteur trapu nommé Brice Carmichael, se mit délibérément sur son chemin. Elle s'était arrêtée net, manquant de faire tomber son plateau, et Brice l'avait regardé de haut avec une fausse surprise. « Oups, je t'avais pas vu, la souris », avait-il dit, et ses amis avaient ricané. Thea avait attendu en silence qu'il s'écarte, puis était passée sans un mot. Elle avait senti leur regard dans son dos, entendu les commentaires chuchotés, mais elle avait continué d'avancer. À sa table, assise seule, elle s'était forcée à manger malgré son estomac noué, s'était forcée à paraître imperturbable, s'était forcée à penser à n'importe quoi d'autre, sauf à la promesse qu'elle avait faite. À la fin de la 3e semaine, un schéma s'était installé. Garrett et son groupe principal, Brice, un joueur de basket dégingandé nommé Cole Jennings, et la petite amie intermittente de Garrett, une pom-pom girl nommée Tasha Reed, avaient identifié Thea comme une cible facile. Ça avait commencé par de petites choses, presque désinvoltes, des livres bousculés de ses mains dans le couloir, des coups d'épaule en la croisant, des commentaires désobligeants juste assez forts pour qu'elle les entende. « Elle sort d'où, celle-là ? Est-ce qu'elle parle des fois ? Elle a sûrement pas les moyens de s'acheter des fringues correctes. » Thea endurait tout en silence, se penchant pour ramasser ses livres éparpillés, continuant vers sa salle de classe, sans répondre, ne leur donnant rien. Une partie d'elle espérait qu'il se lasserait, qu'il passerait à une proie plus intéressante, qu'il la laisserait tranquille si elle refusait de réagir. Mais le silence ne les décourageait pas. Au contraire, il semblait les encourager, la rendre plus attrayante en tant que victime. La 4e semaine, les incidents s'intensifièrent. Un matin, son casier fut couvert de post-it, des dessins grossiers et des mots moqueurs sur son apparence, ses vêtements, son absence d'amis. Thea les avait retirés méthodiquement, froissant chacun d'eux et le jetant à la poubelle, son visage sans expression même si ses mains tremblaient légèrement. Aux toilettes, elle s'était enfermée dans une cabine et avait respiré profondément, comptant jusqu'à 10 encore et encore, pensant à la voix de son père. Le contrôle, c'est tout, Thea. Ne les laisse jamais te voir craquer. Ne leur donne jamais la réaction qu'ils veulent. Son père avait été son premier entraîneur, son seul entraîneur en réalité. Il avait été fusilier marin avant d'ouvrir sa petite salle de MMA à Marseille. Un local rudimentaire dans un quartier difficile où il enseignait la self-défense à des gens de la classe ouvrière qui ne pouvaient pas se payer des studios d'arts martiaux de luxe. Thea avait grandi dans cette salle, apprenant à bander ses mains avant d'apprendre les divisions, s'entraînant aux projections et aux soumissions pendant que les autres filles de son âge jouaient à la poupée. Son père avait été patient mais exigeant, lui enseignant non seulement les techniques, mais aussi la philosophie. Le combat était un outil, pas une solution, quelque chose à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Un dernier recours lorsque toutes les autres options avaient été épuisées. Il avait formé des champions, envoyé des élèves à des compétitions régionales et nationales. Mais il avait toujours dit à Thea que la vraie force consistait à savoir s'éloigner, que n'importe qui pouvait donner un coup de poing, mais qu'il fallait une véritable discipline pour choisir la paix. Il était mort 2 ans plus tôt, subitement, d'une crise cardiaque, alors qu'il fermait la salle tard un soir. Thea avait 15 ans, et son monde s'était effondré. La salle avait fermé peu après, vendue pour payer des dettes dont elle ignorait l'existence. Sa mère et elle avaient lutté, passant d'un membre de la famille à l'autre, pour finalement atterrir à Lyon, chez la sœur de sa mère, recommençant à zéro dans un endroit où personne ne les connaissait. Et Thea avait pris une décision. Elle laisserait cette partie de sa vie derrière elle. Plus de combats, plus d'entraînement, plus de compétition. Son père lui avait appris que la violence était un dernier recours, et elle l'honorerait en n'utilisant jamais ce qu'il lui avait enseigné,
en choisissant la paix, quoi qu'il arrive. Elle avait rangé ses gants, ses bandes, ses protèges tibia au fond de son sac de sport et l'avait fermé à clé, se promettant à elle-même et à sa mémoire qu'elle ne l'ouvrirait plus jamais. La 4e semaine apporta l'incident de la salle d'informatique. Théa travaillait sur un devoir, concentrée sur son écran, quand quelqu'un versa de l'eau sur son clavier. L'ordinateur produisit une étincelle et s'éteignit. Le professeur s'était retourné, furieux, demandant qui était responsable. Personne ne parla, mais Théa vit Cole Jennings glisser une bouteille d'eau vide dans son sac à dos, vit Garrett et Brice sourire narquoisement de l'autre côté de la salle. Le professeur avait accusé Théa d'être négligente, l'avait fait rester après les cours pour nettoyer, l'avait menacé de devoir payer pour le matériel endommagé. Théa avait nettoyé en silence, essuyé chaque goutte d'eau, et n'avait rien dit sur ce qui s'était réellement passé. Parler n'aurait fait qu'empirer les choses, et elle avait appris ça dans son ancien quartier. Ne jamais balancer, ne jamais se plaindre, gérer ses propres problèmes ou les endurer. Ce week-end-là, seule dans la petite maison de sa tante pendant que sa mère faisait un double service à l'hôpital, Théa s'assit sur son lit et fixa le sac de sport verrouillé dans son placard. Elle pouvait sentir ses gants à l'intérieur, le cuir usé qui s'était moulé à ses mains au fil de centaines d'heures d'entraînement. Elle se souvenait de leur poids, de l'odeur du cuir et de la sueur, du son de ses poings frappant les sacs de frappe. Elle se souvenait de la sensation d'être douée pour quelque chose, d'être confiante, de traverser le monde sans peur. Mais elle avait fait une promesse, et elle comptait la tenir. La violence lui avait enlevé son père, pas une violence directe, mais le stress de gérer une salle dans un quartier dangereux, la tension constante, l'usure de son corps après des années de combat. Elle ne perpétuerait pas ce cycle. Elle trouverait un autre moyen. Le lundi matin arriva, froid et gris, novembre s'installant sur Lyon avec de premiers flocons qui fondaient au contact du trottoir. Théa marcha seule jusqu'au lycée, son souffle formant un nuage de buée dans l'air, sa capuche relevée contre le vent. Les couloirs étaient bondés et bruyants, des élèves regroupés près des casiers, des couples enlacés contre les murs, des groupes racontant leurs histoires du week-end. Théa se déplaça parmi eux, invisible, atteignit son casier, tourna la molette de la serrure et sortit ses livres pour le premier cours. Derrière elle, elle entendit le rire caractéristique de Garrett, ce son braillard qui traversait n'importe quelle pièce. Elle ne se retourna pas, ferma simplement son casier et commença à marcher. Le coup d'épaule fut assez violent pour la faire pivoter sur elle-même, en voyant ses livres s'éparpiller sur le sol. Garrett était là avec Brice et Cole, tous les trois dans leur maillot de rugby, fraîchement sortis d'une séance de musculation matinale. « Oups !» dit Garrett, sans même ralentir. « Regarde où tu vas, le fantôme !» Ils continuèrent leur chemin, et le bruit du couloir reprit son cours. Tout le monde voyant ce qui s'était passé, mais personne ne s'arrêtant pour l'aider. Théa s'agenouilla et rassembla ses livres, le visage brûlant, la poitrine serrée. Quelques élèves la contournèrent prudemment, évitant son regard, faisant semblant de ne pas remarquer. Une fille, quelqu'un que Théa ne connaissait pas, la peau mate, les cheveux coiffés en tresses complexes, marqua une pause comme si elle allait s'arrêter, dire quelque chose, mais continua finalement son chemin, le visage empreint de culpabilité. Ce jour-là au self, Théa s'assit seule comme toujours, à la table la plus éloignée de la zone principale, près des poubelles et de la sortie de secours. Elle avait apporté son déjeuner de la maison, un simple sandwich et une pomme, essayant d'économiser de l'argent, essayant de ne pas être un fardeau pour sa mère et sa tante. Elle mangeait machinalement, ne goûtant rien, observant la salle sans en avoir l'air. Le self était tribal, les territoires clairement délimités, les joueurs de rugby dominaient les tables centrales, les pom-pom girls s'installaient à proximité, diverses cliques rayonnant vers l'extérieur par ordre d'importance sociale. Les parias et les solitaires, les gens comme Théa, occupaient la périphérie, les bords, les coins oubliés.
Garrett était assis à sa table habituelle, entouré d'admirateurs, tenant sa cour comme un roi parmi ses sujets. Tasha Reed était perchée sur ses genoux malgré le passage des surveillants. Son uniforme de pom-pom girl impeccable, son maquillage parfait. Brice et Cole les flanquaient, ainsi que plusieurs autres joueurs de rugby et pom-pom girls, leur rire fort et théâtraux. De temps en temps, Garrett balayait le self du regard, ses yeux cherchant un divertissement, quelqu'un à moquer, une occasion de renforcer sa position au sommet de la hiérarchie sociale. La 5e semaine apporta une escalade. Quelqu'un fit courir la rumeur que Théa sentait mauvais, qu'elle ne se douchait pas, qu'elle était sale. Les élèves commencèrent à se pincer le nez de manière théâtrale quand elle passait, faisant des bruits de haut-le-cœur exagérés. Ce n'était pas vrai. Théa se douchait tous les matins, gardait ses vêtements propres, était scrupuleuse en matière d'hygiène, mais la vérité n'avait pas d'importance. La rumeur se propagea sur les réseaux sociaux, à travers des conversations chuchotées, par les réseaux invisibles qui contrôlaient la vie sociale des adolescents. Aux toilettes, Théa entendit 2 filles se demander si elle était sans abri, si elle vivait dans un foyer, où était sa famille. Elle était restée silencieuse dans sa cabine jusqu'à leur départ, puis s'était lavé les mains et avait fixé son reflet dans le miroir taché. Ses yeux semblaient fatigués, cernés de noir, sa peau pâle. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, quelqu'un qui tenait à peine le coup. Ce vendredi-là, quelqu'un mit un rat mort dans son casier. Théa l'ouvrit pendant l'intercours et l'odeur la frappa en premier, puis elle vit le petit corps gris, raide et grouillant de fourmis. Les élèves autour d'elle reculèrent, émirent des sons de dégoût, s'éloignèrent rapidement. Un professeur s'approcha, exigea de savoir ce qui s'était passé et Théa dut expliquer. Le professeur fit venir le concierge pour l'enlever, puis sermonna Théa sur la propreté de son casier, sur le fait de ne pas y entreposer de nourriture, passant complètement à côté de la vérité évidente que quelqu'un avait fait ça délibérément. Pendant tout ce temps, Théa resta silencieuse, le visage sans expression, tandis qu'au bout du couloir, Garrett et ses amis regardaient et riaient. La 6e semaine, les choses empirèrent vraiment. Quelqu'un créa un faux compte de réseau social au nom de Théa, publiant du contenu grossier et embarrassant, taguant des élèves de Jean Moulin, essayant de détruire la réputation microscopique qu'elle pouvait avoir. Théa n'avait même pas de réseaux sociaux. Elle les avait évités délibérément, ne voulant aucune empreinte numérique. Mais maintenant, son nom était associé à des publications qu'elle n'avait jamais écrites, à des photos qu'elle n'avait jamais prises, à des commentaires qui la faisaient paraître pathétique et désespérée. L'administration du lycée ne fit rien, prétendant ne pas pouvoir surveiller les réseaux sociaux personnels des élèves, suggérant à Théa de le signaler elle-même aux plateformes. Ce processus prendrait des semaines, et en attendant, le mal était fait. Elle commença à déjeuner hors du lycée dès que possible, marchant jusqu'à un petit parc à 3 rues de là, s'asseyant seule sur un banc, essayant de trouver 20 minutes de paix. Mais le temps se refroidissait, et elle ne pouvait pas toujours s'échapper. Les jours où elle restait, elle mangeait rapidement, essayant de minimiser son temps au self, toujours consciente de la table de Garrett, suivant toujours leur position comme une proie observant des prédateurs. C'est durant la 7e semaine que Théa vit Kieran Adler pour la première fois. Il était dans son cours de français, l'avait été depuis le début du semestre, mais elle ne l'avait jamais vraiment remarqué au-delà d'enregistrer sa présence. Il était assis, 3 rangs plus loin, participait toujours aux discussions, avait toujours des choses pertinentes à dire sur le roman qu'ils étudiaient. Il avait des cheveux bruns en désordre qui lui tombaient dans les yeux, des lunettes à monture métallique et l'habitude de gribouiller dans les marges de son cahier. Il s'habillait avec des vêtements de friperie qui semblaient avoir été choisis délibérément plutôt que par nécessité, des t-shirts de groupe dont Théa n'avait jamais entendu parler, des jeans usés, des Converse défoncés. Ce jour-là, le professeur avait organisé un travail de groupe, et par un tirage au sort, Théa s'était retrouvée avec Kieran et 2 autres élèves.
Les autres commencèrent immédiatement à discuter, prévoyant de se répartir le travail par SMS, ignorant à peine l'existence de Théa. Mais Kieran l'avait regardé directement, avait croisé son regard et avait dit « Salut, tu es Théa, c'est ça? J'ai bien aimé ta dissertation sur l'étranger, la partie sur l'obsession de Meursault pour le soleil comme une forme d'autodestruction était vraiment perspicace. » Théa avait été si surprise que quelqu'un se souvienne de son nom, ait lu son travail, ait quelque chose de positif à dire, qu'elle s'était contentée de hocher la tête, incapable de formuler des mots. Kieran avait souri, ne semblant pas dérangé par son silence, et avait continué. « Tu veux qu'on travaille ensemble sur l'analyse des personnages? On pourrait se retrouver au CDI après les cours, si tu veux. » Théa avait failli dire non, failli se replier dans sa forteresse d'isolement, mais quelque chose dans le sourire sincère de Kieran, son absence de jugement, la fit hésiter. « D'accord », avait-elle dit doucement, sa voix rouillée par le manque d'usage. C'était la première vraie conversation qu'elle avait eue avec un camarade au lycée Jean Moulin, et c'était à la fois terrifiant et étrangement réconfortant. Le CDI était au 3e étage, un espace relativement calme, avec des rangées de livres, des tables d'études et quelques ordinateurs vieillissants. Après les cours ce jour-là, Théa trouva Kieran déjà là, installé à une table dans un coin, avec ses livres et son ordinateur portable, 2 bouteilles de thé glacé posées à côté de ses affaires. « Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai pris citron, » dit-il en poussant une bouteille vers elle. « J'espère que ça te va. » Ils avaient travaillé sur le devoir pendant plus d'1 heure, Kieran menant la conversation au début, mais amenant progressivement Théa à s'ouvrir, lui demandant son avis, l'écoutant quand elle parlait. Il ne l'interrogea pas sur son passé, ne chercha pas à savoir pourquoi elle était si silencieuse, ne sembla pas dérangé par ses silences. Il la traita simplement comme une personne normale, et Théa avait oublié à quel point c'était agréable. Au cours des 2 semaines suivantes, ils se retrouvèrent plusieurs fois, officiellement pour travailler sur des projets de classe, mais en réalité, juste pour parler. Kieran lui parle de son obsession pour la musique indépendante, de ses rêves de devenir cinéaste, de sa relation compliquée avec ses parents divorcés. Théa se surprit à s'ouvrir un peu, parlant des livres qu'elle aimait, des films qu'elle avait vus, racontant des histoires soigneusement éditées de son passé qui omettaient tout ce qui concernait le combat ou l'entraînement. Elle apprit que Kieran était intelligent, drôle et gentil, qu'il était bénévole dans un refuge pour animaux le week-end, qu'il voyait le monde de manière intéressante. Et il semblait sincèrement intéressé par elle, par ce qu'elle pensait, par qui elle était sous sa carapace protectrice. Garrett le remarqua, bien sûr qu'il le remarqua. Un jour, au Self, pendant la 9e semaine, Théa et Kieran déjeunaient ensemble à sa table isolée habituelle, riant de quelque chose, et les yeux de Garrett se fixèrent sur eux de l'autre côté de la salle. Théa le vit faire, vit le calcul dans son expression, le vit se pencher et chuchoter quelque chose à Brice et Cole. Son estomac se serra, et elle sut immédiatement qu'elle avait fait une terrible erreur. En laissant quelqu'un entrer, en montrant qu'elle tenait à quelque chose, elle avait donné à Garrett une nouvelle arme à utiliser contre elle. Le lendemain, le casier de Kieran fut vandalisé, couvert d'insultes à la bombe de peinture que l'administration du lycée dut immédiatement recouvrir. Kieran semblait ne pas comprendre pourquoi il était soudainement devenu une cible, mais Théa savait exactement pourquoi. Elle essaya de prendre ses distances avec lui, essaya de le protéger en retournant manger seule, mais Kieran ne la laissa pas faire. « Quoi qu'il se passe, on y fait face ensemble, » dit-il fermement. « Je ne vais nulle part. » Et malgré sa peur, malgré le fait de savoir qu'elle le mettait en danger, Théa sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. De l'espoir. La 10e semaine apporta l'incident du Self que Théa se repasserait en boucle dans son esprit pendant des semaines. Elle et Kieran étaient de nouveau assis ensemble,
parlant de leurs projets pour les vacances de la Toussaint, quand Gareth et toute sa bande s'approchèrent de leur table. Le bruit du self sembla diminuer, les élèves sentant que quelque chose allait se passer, se tournant pour regarder. Gareth se tenait juste en face de Théa, la regardant de haut, avec son sourire narquois habituel, ses amis disposés derrière lui comme une armée. « Alors, le fantôme s'est trouvé un petit ami », dit Gareth à voix haute, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. « C'est mignon. Est-ce qu'il sait que tu es une vraie tarée? Est-ce qu'il sait que personne ne voulait s'asseoir avec toi jusqu'à ce qu'il ait pitié de toi ?» Kiran commença à se lever pour défendre Théa, mais elle lui attrapa le bras et secoua la tête. Répondre ne ferait qu'empirer les choses. Gareth se pencha plus près, les mains posées sur leur table. « Qu'est-ce qui ne va pas, le fantôme? Le chat t'a mangé la langue? Ou tu es juste trop pathétique pour te défendre ?» Son haleine sentait les boissons énergisantes et les barres protéinées. Derrière lui, Cole filmait avec son téléphone, capturant chaque instant pour une diffusion ultérieure, pour une humiliation permanente. Théa fixait son plateau repas, souhaitant disparaître, redevenir invisible. Mais Kiran ne resta pas silencieux. « Laisse-la tranquille, Gareth, » dit-il, sa voix tremblante, mais déterminée. « C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu dois être un tel connard ?» Le self devint complètement silencieux. Personne ne parlait à Gareth comme ça, personne ne le défiait directement. Même le personnel de la cantine s'était arrêté de bouger, sentant le changement d'atmosphère. Le sourire de Gareth s'élargit, mais ses yeux devinrent froids. « Oh, le petit ami a de la répartie, » dit-il. Puis, agissant rapidement, il attrapa le plateau de Kiran et le renversa, envoyant la nourriture voler sur la table et sur les genoux de Kiran. La sauce des spaghettis tacha la chemise de Kiran. Des boulettes de viande roulèrent sur le sol, le lait éclaboussa partout. Les élèves poussèrent des exclamations, certains rirent, tout le monde regardait. Kiran resta figé, couvert de nourriture, le visage rouge d'humiliation. Et puis Gareth tendit la main vers le plateau de Théa. Ce qui se passa ensuite se déroula au ralenti. La main de Gareth se dirigea vers son plateau avec l'intention évidente de l'humilier de la même manière, de compléter la performance, d'asseoir sa domination. Théa regarda sa main bouger, regarda son expression suffisante, regarda le téléphone qui enregistrait tout et quelque chose en elle bascula. Pas se brisa. Bascula. Comme une plaque tectonique qui glisse après des semaines de pression accumulée. Elle pensa à son père, à ses leçons, au choix de la paix, au fait de s'éloigner. Mais il n'y avait plus d'endroit où s'éloigner. Il lui avait tout pris, son anonymat, sa sécurité, sa dignité. Et maintenant, il s'en prenait à la seule bonne chose qu'elle avait trouvée dans ce lycée, la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse. Sa main bougea avant que son cerveau n'ait consciemment décidé de le faire. Alors que les doigts de Gareth touchaient son plateau, la main de Théa jaillit et attrapa son poignet, sa prise de fer, ses doigts trouvant les points de pression avec une précision exercée. Les yeux de Gareth s'écarquillèrent de surprise, puis de douleur. Il essaya de se dégager, mais la prise de Théa était incassable, sa main parfaitement positionnée pour contrôler tout son bras. Autour d'eux, le self devint silencieux de mort, tout le monde sentant que quelque chose de fondamental venait de changer. « Ne fais pas ça », dit Théa doucement, sa voix stable et froide, n'ayant rien à voir avec le silence docile qu'elle avait maintenu pendant des mois. Elle regarda Gareth droit dans les yeux, et ce qu'il y vit le fit reculer d'un pas involontaire lorsqu'elle relâcha son poignet. L'assurance s'effaça de son visage, remplacée par la confusion et la première lueur d'incertitude. Théa se leva lentement, et bien qu'elle fasse près de 30 centimètres de moins que Gareth, quelque chose dans sa posture, sa présence, la rendit soudainement dangereuse. « Théa » commença Kiran, mais elle leva son autre main, le faisant taire gentiment. Gareth se reprit rapidement, son ego incapable de tolérer d'être défié, surtout devant un public. « Oh, alors le fantôme sait se défendre » ricana-t-il.
Mais il y avait une pointe d'incertitude dans sa voix maintenant, qui transparaissait à travers la bravade. « C'est mignon. Tu te crois forte maintenant ?» Il se tourna vers Bryce et Cole, ayant besoin de leur soutien, ayant besoin de témoins pour ce qu'ils s'apprêtaient à faire. « Les gars, on dirait qu'il faut apprendre le respect aux fantômes. » Brice s'avança le premier, plus costaud que Garrett, sa carrure de lutteur tout en muscles compacts et avec un centre de gravité bas. Il tendit la main vers l'épaule de Théa, avec l'intention de la bousculer, de la remettre à sa place. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que la plupart des élèves débattraient de plus tard de ce qu'ils avaient vu exactement. Le corps de Théa n'était tout simplement pas là où Brice s'attendait à ce qu'il soit. Elle avait déplacé son poids, s'était désaxée, et soudain Brice tituba en avant, déséquilibré. La main de Théa toucha son bras tendu, à peine un contact, juste une légère redirection, et l'élan de Brice l'envoya s'écraser contre la table derrière elle, faisant voler la nourriture et les plateaux. Le self éclata en exclamations choquées et en rires nerveux. Brice se releva en se débattant, le visage rouge de honte et de colère. « Espèce de salope !» commença-t-il, mais Théa s'était déjà déplacée à nouveau, se positionnant entre Kieran et le reste de la bande de Garrett. Sa posture avait complètement changé, son poids équilibré sur la pointe des pieds, les mains lâches et prêtes, tout son langage corporel transformé de victime passive en quelque chose de tout à fait différent. Cole suivit, sa taille de basketteur lui donnant un avantage de portée. Il lança un coup de poing désordonné, sans technique, juste de la rage et de l'humiliation, s'attendant à toucher le visage de Théa. Elle esquiva le coup sans effort, sa tête bougeant juste assez, et le poing de Cole passa inoffensivement près de son oreille. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Théa s'avança, sa petite silhouette se glissant à l'intérieur de sa portée, et fit quelque chose avec sa hanche et sa jambe qui l'envoya basculer sur le côté, sur Brice qui était en train de se relever. Ils tombèrent ensemble dans un enchevêtrement de membres, et maintenant le self était debout, les élèves se pressant pour mieux voir, les téléphones sortis partout, enregistrant sous tous les angles. Garrett resta là, son visage passant par une série d'émotions, choc, incrédulité, peur, rage. Autour de lui, son empire social s'effondrait, alors que ses deux sbires luttaient pour se relever. Mis à terre par une fille qu'il tourmentait depuis des semaines, une fille qui faisait 30 centimètres de moins qu'eux deux, une fille qui aurait dû être une victime facile. « C'est quoi ce bordel ?» réussit à dire Garrett, et Théa se tourna pour lui faire face complètement. « Je ne veux pas me battre avec toi. » dit Théa, sa voix toujours calme mais portant clairement dans le self maintenant silencieux. « Je n'ai jamais voulu me battre avec qui que ce soit. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Mais même en le disant, elle savait qu'il était trop tard pour ça. La porte avait été ouverte, le secret partiellement révélé, et il n'y avait plus de retour possible à l'invisibilité. Le visage de Garrett se durcit, sa fierté incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Il était l'alpha, le mâle dominant, celui que tout le monde craignait et respectait. Il ne pouvait pas laisser passer ça, ne pouvait pas s'en aller, ne pouvait pas montrer de faiblesse devant tout le lycée. « Tu te crois forte ?» cracha-t-il, et il fonça sur elle avec tout son entraînement de rugby, son avantage de poids, sa croyance en sa propre supériorité. Il lança un crochet large, le genre d'attaque télégraphiée qui fonctionnait dans les bagarres contre des adversaires non entraînés, le genre qui reposait sur la taille et la puissance plutôt que sur la technique. Théa ne parut même pas inquiète. Elle s'avança et se décala sur le côté, son jeu de jambes parfait, des années d'entraînement rendant ses mouvements fluides et économiques. Elle attrapa le bras de Garrett au poignet et au coude, le contrôla, redirigea son élan, puis, toujours sans le frapper, essayant toujours d'éviter de le blesser, elle lui faucha les jambes avec un hachibarai de manuel, un balayage de pied de base en judo que son père lui avait appris quand elle avait 8 ans. Garrett tomba lourdement, son dos heurtant le sol du self, l'impact lui coupant le souffle. Le son résonna dans la salle, final et définitif. Théa se tenait au-dessus de lui, sans jubiler, sans célébrer, son expression presque triste.
Reste à terre, dit-elle doucement. S'il te plaît, reste juste à terre. Mais la fierté de Gareth ne le lui permit pas. Sifflant, furieux, humilié au-delà de tout ce qu'il avait jamais connu, il lutta pour se remettre sur pied. Brice et Cole étaient debout aussi maintenant, tournant autour. Et Tasha criait quelque chose, et les téléphones enregistraient sous tous les angles, et les professeurs se frayaient enfin un chemin à travers la foule. Et tout n'était que chaos, bruit et mouvement. Gareth chargea de nouveau, optant cette fois pour un plaquage, utilisant son entraînement de rugby, essayant de projeter Théa au sol où son avantage de poids compterait. Théa attendit jusqu'au dernier moment possible, puis exécuta un sprawl parfait, reculant ses hanches et écartant sa base. Une défense fondamentale en lutte. Les bras de Gareth se refermèrent sur le vide, et son élan le porta en avant dans le néant. La main de Théa appuya sur l'arrière de sa tête, alors qu'il passait pas fort, juste pour le guider. Et Gareth s'étala de tout son long sur le sol du self, glissant de plusieurs mètres sur la surface polie. Maintenant, les professeurs étaient là, criant, séparant les élèves, exigeant que tout le monde recule. La CPE, une grande femme noire nommée Madame Chevalier, se fraya un chemin à travers la foule et évalua la scène. Gareth face contre terre, Brice et Cole échevelés et essoufflés, Théa debout, calme et contrôlée au centre de tout ça, ne respirant même pas fort, Kieran toujours à leur table, couvert de sauce spaghetti. « Tout le monde dans mon bureau maintenant !» ordonna Madame Chevalier, et sa voix trancha le chaos comme une lame. La marche vers le bureau de l'administration fut surréaliste. Les élèves s'écartèrent pour les laisser passer, chuchotant, dévisageant, les téléphones toujours en train de filmer. Théa marcha la tête haute pour la première fois depuis des mois, n'essayant plus d'être invisible, n'en étant plus capable. Kieran marchait à ses côtés, la sauce séchée, raidissant sa chemise, la regardant avec un mélange d'admiration, d'inquiétude et d'environ 1 millier de questions. Derrière eux, Gareth boitillait, le nez en sang à cause de sa chute, sa fierté brisée, tandis que Brice et Cole se soutenaient mutuellement, soignant tous deux des égos meurtris et des chevilles tordues. Dans le bureau de Madame Chevalier, l'interrogatoire commença. Gareth se lança immédiatement dans sa version. Théa l'avait attaquée sans provocation. Elle était folle, dangereuse, elle devait être renvoyée immédiatement. Brice et Cole le soutinrent, inventant une histoire d'élève déséquilibré qui avait pété les plombs. Tasha, appelée comme témoin, soutint en larmes l'histoire de son petit ami, bien que ses yeux ne cessaient de se poser sur Théa, avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Madame Chevalier écouta tout cela sans expression, puis se tourna vers Théa. « Eh bien, qu'avez-vous à dire au sujet de ces accusations ?» Théa prit une profonde inspiration, regarda Kieran, qui hocha la tête pour l'encourager, puis parla. « Gareth a tendu la main vers mon plateau pour le renverser, comme il venait de le faire avec celui de Kieran quelques secondes plus tôt. J'ai attrapé son poignet et je lui ai dit de ne pas le faire. Il a fait monter la tension. Je me suis défendu. C'est tout. » Sa voix était calme, factuelle, vide d'émotion. Si vous vérifiez les téléphones de tout le monde, vous aurez plusieurs vidéos montrant exactement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais donné un seul coup de poing. Je n'ai jamais initié le contact. Je ne les ai juste pas laissés me frapper. Madame Chevalier l'étudia un long moment, et Théa pouvait voir l'esprit de la CPE travailler, calculer, évaluer. Et où exactement une élève de votre gabarit a-t-elle appris à maîtriser 3 athlètes comme ça? La mâchoire de Théa se serra. Mon père possédait une salle de MMA. Il m'a entraîné depuis que je suis jeune. Il est mort il y a 2 ans. Je ne me suis plus entraîné depuis. Je ne me suis plus battu depuis. Je lui ai promis de ne jamais utiliser la violence, mais ils n'ont pas arrêté de me pousser à bout, et aujourd'hui, ils s'en sont pris à quelqu'un à qui je tiens. Elle jeta un coup d'œil à Kieran. Je ne les ai pas blessés. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. Le bureau fut silencieux un moment, tout le monde digérant cette information.
Gareth avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs, la réalité s'imposant à lui qu'il s'en était pris à quelqu'un qui aurait pu le détruire à tout moment, mais qui avait choisi de ne pas le faire. Madame Chevalier sortit son téléphone et passa plusieurs appels. Et en 20 minutes, plusieurs élèves furent sortis de cours. Des élèves qui avaient été témoins de l'incident du self, des élèves qui avaient filmé. Les vidéos racontaient de l'histoire clairement. Gareth renversant le plateau de Kieran, tendant la main vers celui de Thea. Thea se défendant sans porter un seul coup. Gareth et ses amis attaquant. Thea les maîtrisant avec une force minimale. C'était de la légitime défense de Manuel, impossible à contester. Madame Chevalier regarda les vidéos plusieurs fois, son expression s'assombrissant à chaque visionnage. Finalement, elle regarda Gareth et ses amis. « Sortez de mon bureau. Vous êtes exclus avec effet immédiat en attendant une enquête complète. Vos parents ont été appelés. Si ne serait-ce que la moitié de ce que j'entends sur la façon dont vous avez traité mademoiselle Hollis est vrai, vous avez de la chance qu'elle ne porte pas plainte contre vous pour agression. » Après leur départ, madame Chevalier se tourna vers Thea, son expression plus douce. « Est-ce que ça va ?» Thea hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « J'ai besoin de comprendre quelque chose. Vous avez ces compétences, cet entraînement, et vous n'avez jamais signalé le harcèlement ? Vous ne vous êtes jamais défendu jusqu'à maintenant ?» Thea baissa les yeux sur ses mains, de petites mains qui pouvaient faire des dégâts considérables si elle les laissait faire. « Mon père m'a appris que le combat devait toujours être le dernier recours, que la vraie force, c'est de choisir de ne pas se battre. J'essayais de l'honorer, d'être meilleur que mes circonstances. Mais aujourd'hui, ils ont mis quelqu'un d'autre en danger, quelqu'un qui n'est devenu une cible que parce qu'il a été gentil avec moi. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. » Madame Chevalier hocha lentement la tête. « Je comprends. Et je suis désolé. Nous vous avons laissé tomber. Plusieurs membres du personnel ont signalé avoir vu des interactions entre vous et le groupe de Gareth au cours des derniers mois, mais personne n'est intervenu efficacement. C'est de notre faute, celle de l'administration. Il n'aurait pas fallu que vous vous défendiez pour que nous agissions. » Elle marqua une pause, puis continua. « J'aurais besoin que vous rédigiez une déclaration complète sur tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée à Jean Moulin. Chaque incident, chaque témoin, tout. Pouvez-vous le faire ?» Thea hocha la tête. « Et Thea, vous n'avez pas d'ennui. Vous vous êtes défendu de manière appropriée et avec une retenue remarquable. Mais je dois informer votre parent ou tuteur de ce qui s'est passé aujourd'hui. » La mère de Thea arriva 1 heure plus tard, ayant quitté son travail plus tôt, le visage inquiet et effrayé. Quand elle vit Thea assise calmement dans le bureau, indemne, elle faillit s'effondrer de soulagement. Dans le bureau privé de madame Chevalier, Thea expliqua tout, les mois de harcèlement, l'escalade, la confrontation finale. Le visage de sa mère passa par une série d'émotions, colère, tristesse, fierté, peur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Les yeux de Thea s'emplirent de larmes. « Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Tu travailles déjà si dur, et je pensais que je pouvais gérer ça. Je pensais que si je restais invisible, silencieuse, il me laisserait tranquille. » Sa mère la serra fort dans ses bras, et pour la première fois depuis l'incident du self, Thea se laissa pleurer, vraiment pleurer, des mois de peur, de stress et de solitude refoulée se déversant. « Tu n'es pas seule, ma chérie, » murmura sa mère. « Tu n'as pas à tout gérer toute seule. Je suis ta mère. Te protéger, c'est mon travail, pas l'inverse. » Elles se tinrent l'une contre l'autre, tandis que madame Chevalier regardait discrètement ailleurs, leur laissant de l'intimité dans ce moment. Ce soir-là, dans la maison de sa tante, Thea ouvrit enfin son sac de sport. Ses gants étaient là, usés et familiers, le cuir craquelé par l'usage, la signature de son père sur chaque poignet, datant du jour où il les lui avait offerts pour son 12e anniversaire. Elle les tint, respira l'odeur du vieux cuir et des souvenirs, et pour la première fois depuis sa mort, elle ne se sentit pas coupable d'être une combattante.
Son père lui avait enseigné le contrôle, la discipline, la retenue, et aujourd'hui, elle avait utilisé toutes ces leçons à la perfection. Elle n'avait blessé personne, n'avait pas cédé à la rage, n'était pas devenue ce qu'était Garrett. Elle avait simplement refusé d'être une victime plus longtemps, et ce faisant, elle avait honoré tout ce que son père lui avait appris. Son téléphone vibra. C'était un texto de Kieran. Ça va? C'était intense. Je suis encore en train de digérer tout ça, mais aussi, tu es assez incroyable. Tu veux qu'on en parle? Théa sourit, son premier vrai sourire depuis des mois, et répondit « Demain? Et merci pour aujourd'hui, pour m'avoir défendu, pour avoir été un ami quand je n'en avais aucun. » La réponse arriva immédiatement. « Demain. Et Théa? J'avais raison pour ta dissert sur l'étranger, tu es bien plus perspicace que tu ne le laisses paraître. J'ai hâte d'en apprendre plus sur la vraie toi. » Le lendemain matin, retourner à Jean Moulin était différent. Théa franchit l'entrée principale les épaules en arrière, la tête haute, n'essayant plus de disparaître. Les élèves la dévisageaient, chuchotaient, s'écartaient pour la laisser passer. Mais l'énergie était différente maintenant. Certains regards étaient craintifs, d'autres hostiles, mais beaucoup étaient respectueux, voire admiratifs. Dans le couloir, près de son casier, la fille aux tresses, dont elle apprit qu'elle s'appelait Sienna, s'approcha nerveusement. « Salut, je voulais juste dire, j'aurais dû t'aider avant. Quand il t'embêtait. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Mais ce que tu as fait hier, il fallait un vrai courage. » Théa hocha la tête, acceptant les excuses. « Merci. Et si tu vois ça arriver à quelqu'un d'autre, peut-être n'attends pas la prochaine fois. » Sienna hocha la tête sérieusement. « Je n'attendrai pas. Promis. » Tout au long de la matinée, des interactions similaires se produisirent. Des élèves qui avaient fait semblant de ne pas remarquer le harcèlement offraient maintenant des excuses tardives, un soutien tardif. Des professeurs qui avaient détourné le regard la regardèrent maintenant dans les yeux, hochant la tête avec respect. La hiérarchie sociale à Jean Moulin avait été perturbée, et tout le monde recalibrait sa position. Au déjeuner, Théa et Kieran s'assirent ensemble à sa table habituelle, mais maintenant ils n'étaient plus seuls. Sienna les rejoignit, puis un garçon timide nommé Félix qui subissait son propre harcèlement, puis 2 filles du cours de biologie de Théa, et soudain, la table du coin isolée était pleine, animée, presque normale. Ils parlaient et riaient, et Théa contribuait à la conversation, n'étant plus silencieuse, ne se cachant plus. De l'autre côté du self, la table habituelle de Garrett était remarquablement vide. Son exclusion durerait 2 semaines, suivie d'un suivi psychologique obligatoire et d'une mise à l'épreuve comportementale. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de ce que le lycée commença à appeler l'incident du self prit des proportions mythiques. Des élèves qui n'étaient pas là prétendaient y avoir été, les détails devenant plus élaborés à chaque récit. Mais Théa n'encouragea pas la mythologie, ne se prélassa pas dans l'attention. Elle retourna à une version de sa vie antérieure, toujours calme, toujours réservée, mais plus invisible. Elle avait des amis maintenant, des gens qui la recherchaient, qui appréciaient sa présence. La transformation de la culture du lycée fut progressive mais notable. Les élèves étaient plus enclins à parler lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement, plus enclins à s'asseoir avec les élèves isolés, plus conscients de la violence silencieuse qui avait été si normalisée. L'administration mit en place de nouvelles politiques, engagea des conseillers supplémentaires, créa des systèmes de signalement qui fonctionnaient réellement. Madame Chevalier prenait personnellement des nouvelles de Théa chaque semaine, s'assurant qu'elle s'adaptait, s'assurant qu'aucune représaille n'avait lieu. 3 semaines après l'incident, Théa fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de son père. Elle alla dans une salle de sport, pas pour se battre, pas pour concourir, mais pour s'entraîner, pour bouger, pour renouer avec une partie d'elle-même qu'elle croyait morte. Elle trouva une petite salle de MMA à la périphérie de Lyon, un endroit similaire à la salle de son père, et parla avec le propriétaire, un combattant à la retraite nommé Miguel.
Elle expliqua sa situation, son histoire, sa relation compliquée avec le combat. Miguel écouta attentivement, puis hocha la tête. « Ton père t'a bien éduqué. Le combat est un outil, pas une identité. Tu peux t'entraîner sans concourir, rester affûté sans chercher la violence. Viens quand tu veux, sans pression, sans attente. » Théa commença à y aller 3 fois par semaine après les cours, répétant les techniques, frappant les sacs, tournant avec d'autres élèves qui respectaient sa compétence et ses limites. Kieran la rejoignait parfois après, attendant devant la salle, et ils marchaient jusqu'à un café voisin et parlaient pendant des heures. Leur amitié se développait en quelque chose de plus, tous deux en étant conscients, mais y allant lentement, prudemment, construisant quelque chose de réel sur une base de respect mutuel et de connexion sincère. Gareth revint au lycée après son exclusion, l'air différent, fini l'arrogance, la présence dominatrice. Il se déplaçait dans les couloirs en gardant la tête baissée, évitant le contact visuel, s'asseyant au bord du self plutôt qu'au centre. Ses amis s'étaient dispersés, Cole et Brice prenant leur distance, Tasha rompant avec lui publiquement via Instagram. Son père avait apparemment été furieux de l'exclusion et de son impact sur les perspectives de recrutement de Gareth pour les études supérieures et l'avait sévèrement puni à la maison. Le roi avait été détrôné et tout le monde pouvait le voir. Un après-midi, durant la 6e semaine après l'incident, Théa quittait le CDI quand elle rencontra Gareth dans la cage d'escalier. Ils étaient deux seuls, les couloirs vides pendant la dernière heure de cours. Gareth se figea en la voyant, reculant même comme s'il s'attendait à une attaque. Théa s'arrêta, maintint la distance, attendit. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Gareth parla, sa voix basse, n'ayant rien à voir avec son ancienne bravade. « Je suis désolé. » Les mots sortirent avec difficulté, comme s'il n'avait pas l'habitude de les prononcer. « Pour tout. Pour ce que je t'ai fait. À toi, à Kieran, tout ça, il n'y a aucune excuse. » Théa l'étudia, ne voyant pas un monstre mais une personne, quelqu'un d'abîmé et en difficulté, quelqu'un qui avait blessé les autres parce qu'il était blessé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Gareth s'adossa au mur, l'air épuisé. « Mon père, il me met toujours la pression. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Je n'avais pas assez de temps de jeu dans l'équipe, mes notes chutaient, et il continuait à pousser, à exiger plus, à tout critiquer, et je suppose que j'avais besoin de quelqu'un de plus faible à malmener pour me sentir puissant, parce que je me sentais si impuissant à la maison. » Il eut un rire amer. « Il s'avère que tu n'étais pas faible du tout. Tu étais assez forte pour encaisser tout ce que je te balançais et ne pas devenir comme moi. C'est ça, la vraie force. » Théa absorba cela, comprenant que les gens blessés blessent les gens, que Gareth avait été à la fois bourreau et victime. « J'accepte tes excuses, » dit-elle prudemment. « Mais les accepter ne veut pas dire que je te fais confiance, ne veut pas dire que nous sommes amis. Ça veut dire que je reconnais que tu prends tes responsabilités et que tu essaies de changer. C'est un début. » Gareth hocha la tête, semblant comprendre les limites qui étaient fixées. « C'est juste. » Et Théa, merci de ne pas m'avoir vraiment blessé ce jour-là. Tu aurais pu. Tout le monde sait que tu aurais pu. Mais tu ne l'as pas fait, et je ne pense pas que j'aurais eu ce genre de contrôle si nos positions avaient été inversées. Ils se séparèrent, sans plus de mots, chacun partant dans une direction opposée, leur brève connexion reconnaissant la possibilité d'un changement sans promettre la rédemption. Plus tard, Théa raconta la rencontre à Kieran, qui écouta attentivement. « Tu penses que les gens peuvent vraiment changer ?» demanda-t-il. Théa réfléchit à la question. « Je pense que les gens peuvent changer s'ils le choisissent, s'ils font le travail, s'ils sont tenus pour responsables. Mais vouloir changer ne suffit pas. Il faut changer pour de vrai, et ça, c'est plus difficile. » Le reste du semestre passa dans un flou de normalité qui sembla révolutionnaire à Théa. Elle maintint ses notes, continua à s'entraîner à la salle de Miguel, approfondit ses amitiés et navigua dans l'évolution délicate de sa relation avec Kieran. Ils eurent leur premier vrai rendez-vous, début décembre,
Un dîner dans un petit restaurant thaïlandais, suivi d'une promenade pour voir les illuminations de Noël du centre-ville de Lyon. Il faisait froid. Leur souffle formait de la buée dans l'air, et Kieran lui avait offert sa main. Et Théa l'avait prise, et cela lui avait semblé naturel, juste, comme si elle retrouvait une partie d'elle-même dont elle ignorait l'absence. Lors de leur deuxième rendez-vous, dans un cinéma qui projetait une rétrospective de films classiques, Kieran l'avait interrogé sur son père, vraiment interrogé, voulant comprendre cette partie de son histoire. Théa se surprit à parler plus ouvertement qu'elle ne l'avait jamais fait, décrivant la salle, l'entraînement, la philosophie de son père, sa mort soudaine, la lutte de sa mère, leur déménagement à Lyon. Elle expliqua la promesse qu'elle avait faite, les raisons de cette promesse, la façon dont elle avait essayé d'honorer son père en rejetant tout ce qu'il lui avait appris sur le combat. « Mais je réalise maintenant, » dit-elle lentement, élaborant la prise de conscience au fur et à mesure qu'elle parlait, qu'il ne m'a pas seulement appris à me battre, il m'a appris la discipline, le respect, le contrôle, quand agir et quand s'éloigner. Je l'ai honoré en me défendant et en faisant preuve de retenue. Le combat n'était pas le but. Le contrôle l'était. Kieran avait écouté attentivement, sa main chaude autour de la sienne dans le cinéma sombre, et quand elle eut fini, il avait simplement dit « Ton père serait fier de toi, j'en suis sûr ». Et Théa avait senti quelque chose se relâcher dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis 2 ans. Le poids de la culpabilité et du chagrin s'allégeant légèrement, faisant place à autre chose, l'acceptation. L'année scolaire se poursuivit, l'hiver s'installant sur Lyon, la neige s'accumulant sur les parkings et les terrains de rugby, les élèves emmitouflés dans des manteaux et des écharpes. L'écosystème social de Jean Moulin s'était rééquilibré, de nouvelles hiérarchies émergeant sans la présence dominante de Garrett. Cole et Brice avaient trouvé de nouveaux groupes d'amis, des cercles plus calmes, où ils n'étaient pas des exécutants. Tasha sortait avec quelqu'un d'un autre lycée, semblait plus heureuse, moins dans la performance. Et Théa s'était taillé une place qui n'était ni invisible ni dominante, juste authentiquement présente. En février, Madame Chevalier convoqua de nouveau Théa dans son bureau. Pendant un instant, l'estomac de Théa se noua, craignant d'avoir fait quelque chose de mal, mais le sourire de la CPE était chaleureux. Je voulais vous informer que nous avons reçu plusieurs demandes d'élèves demandant si le lycée pourrait mettre en place un programme de self-défense. Ils vous ont spécifiquement demandé comme instructrice ou consultante. Théa était stupéfaite. Moi? Mais je ne suis qu'une élève ici. Madame Chevalier hocha la tête. Exactement. Vous êtes quelqu'un en qui ils ont confiance. Quelqu'un qui a démontré à la fois la compétence et la retenue. Évidemment, nous aurions besoin d'une supervision adéquate, d'instructeurs certifiés pour diriger le programme. Mais les élèves veulent votre avis sur la structure et la philosophie. Qu'en pensez-vous? Théa pensa à la salle de son père, aux gens de la classe ouvrière qu'il avait formée, au fait de donner aux gens des outils pour se protéger sans encourager la violence. « Je pense que ça me plairait, » dit-elle lentement. « Mon père a toujours cru que tout le monde devrait savoir se défendre, mais il insistait sur le fait que savoir se battre signifie qu'on a rarement à le faire. Je pourrais aider à transmettre ce message. » Madame Chevalier rayonna. « Parfait. Nous allons organiser une réunion avec des instructeurs d'arts martiaux locaux et commencer à développer un programme. Cela pourrait être très positif pour la culture du lycée. » Le programme de self-défense fut lancé en mars avec des séances 2 fois par semaine dans le gymnase après les cours. Miguel de la salle de Théa accepta de le diriger, amenant 2 de ses élèves avancés comme assistants. Théa servit de liaison étudiante, aidant à concevoir le programme, démontrant des techniques lorsque c'était approprié, et surtout expliquant la philosophie derrière l'entraînement. Savoir que vous pouvez vous défendre change la façon dont vous vous déplacez dans le monde,
dit-elle à la première classe, qui comprenait près de 30 élèves de toutes tailles et de tous horizons. Vous vous tenez différemment. Vous n'avez rien à prouver à personne, et cette confiance signifie généralement que vous n'aurez jamais à utiliser ces compétences, mais si vous en avez besoin, elles sont là. Le programme connut un immense succès, les élèves déclarant se sentir plus confiants, plus conscients de leur corps, plus autonomes. Plusieurs élèves qui avaient été victimes de harcèlement trouvèrent une valeur particulière dans l'entraînement, découvrant une force intérieure qu'ils ne soupçonnaient pas. Et l'effet d'entraînement fut exactement ce que Théa et Madame Chevalier avaient espéré. Une culture scolaire qui valorisait de plus en plus le respect, les limites et le fait de défendre les autres. Kieran devint le petit ami officiel de Théa en avril. Un développement qui ne surprit personne qui avait été attentif. Ils formaient une présence stable ensemble, finissant les phrases l'un de l'autre, partageant des blagues privées, se soutenant mutuellement dans leurs objectifs et leurs rêves. Kieran avait commencé à réaliser de courts-métrages, et Théa était son sujet et sa collaboratrice la plus fréquente, l'aidant à réfléchir à la composition des plans et à la structure narrative. Il avait même réalisé un court documentaire sur la salle de son père à Marseille, interviewant certains de ses anciens élèves par appel vidéo, le montant en un bel hommage qui fit pleurer Théa la première fois qu'elle le vit. L'héritage de ton père, ce ne sont pas seulement les techniques qu'il a enseignées, dit Kieran, alors qu'ils regardèrent le montage final ensemble. C'est la philosophie, les valeurs, la façon dont il a montré aux gens qu'ils méritaient d'être défendus, et tu continues cet héritage à ta manière. Théa s'appuya contre son épaule, se sentant reconnaissante, triste et pleine d'espoir tout à la fois. Merci pour ça. Pour avoir compris ce qu'il représentait pour moi, pour m'avoir aidé à voir que je n'ai pas à choisir entre l'honorer et être moi-même. En mai, alors que le semestre touchait à sa fin, Théa fut témoin de quelque chose qui mit à l'épreuve toute sa croissance et ses principes. Elle traversait le parking après l'entraînement, en route pour retrouver Kieran, quand elle entendit des cris. Au coin du bâtiment, partiellement cachée par des voitures, elle vit Gareth confrontée à 3 élèves d'un lycée rival, en visite pour un match à l'extérieur. Ils étaient plus grands que lui, plus âgés, et d'après leur posture et leurs paroles, ils cherchaient les ennuis, cherchaient à blesser quelqu'un. Le premier instinct de Théa fut de s'éloigner, de laisser Gareth faire face aux conséquences de ce qui avait mené à cette confrontation, de se souvenir des mois de tourments qu'il lui avait fait subir. Mais ensuite, elle entendit l'un d'eux dire quelque chose sur la sœur de Gareth, quelque chose de grossier et de menaçant, et elle vit le visage de Gareth, pas arrogant ou confiant, mais effrayé, vraiment effrayé, face à une situation dont il ne pouvait pas se sortir par l'intimidation. Et Théa pensa aux leçons de son père, sur le fait de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, sur le choix d'être meilleur que ce que les circonstances exigeaient. Elle contourna les voitures pour se rendre visible, son sac de sport en bandoulière, sa présence attirant immédiatement l'attention. « Hé !» lança-t-elle, sa voix calme, mais portant une autorité claire. « C'est fini. Laissez-le tranquille. » Les 3 élèves la regardèrent sa taille, et se mirent à rire. « Qu'est-ce que tu vas faire, petite ?» demanda le chef, s'avançant vers elle de manière agressive. Théa ne répondit pas verbalement. Elle posa simplement son sac de sport, ajusta légèrement sa posture et laissa son langage corporel communiquer tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Quelque chose dans sa façon de bouger, l'absence totale de peur dans son expression, la préparation contrôlée dans sa posture, les fit hésiter. Le chef jeta un coup d'œil à ses amis, l'incertitude vacillant sur son visage. « Peu importe, ça n'en vaut pas la peine, » marmonna-t-il, et ils reculèrent, s'éloignant en lançant des insultes par-dessus leurs épaules, mais sans engager le combat physiquement. Quand ils furent repartis, Gareth fixa Théa avec incrédulité. « Pourquoi m'as-tu aidé ? Après tout ce que je t'ai fait ?» Théa ramassa son sac de sport, réfléchissant à la question. Parce que tu étais dans une situation que tu ne pouvais pas gérer, et ces types cherchaient à te faire vraiment mal.
Ce que tu m'as fait était mal, et je ne l'oublierai jamais, mais je ne vais pas rester les bras croisés et regarder quelqu'un se faire tabasser quand je peux l'empêcher. Ce n'est pas qui je suis. Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais Gareth, si jamais tu redeviens celui que tu étais, si tu recommences à blesser les gens, je n'interviendrai pas la prochaine fois. C'était une fois parce que je crois que tu essaies de changer. Ne me fais pas regretter de croire en toi. » Gareth hocha la tête, sa gorge se nouant alors qu'il ravalait son émotion. « Je ne le ferai pas. » Et Théa, je sais que désolé ne suffit pas, ne suffira peut-être jamais, mais je le suis vraiment. Théa hocha la tête une fois, acceptant les mots sans absoudre les actions, puis s'éloigna pour retrouver Kieran, laissant Gareth seul sur le parking, en train de digérer sa seconde chance de devenir une meilleure personne. Le semestre se termina par un développement surprenant. Théa fut nominée pour le prix du courage du lycée, une distinction décernée chaque année à un élève ayant fait preuve d'une bravoure ou d'une intégrité exceptionnelle. Quand Madame Chevalier l'appela dans son bureau pour le lui annoncer, le premier réflexe de Théa fut de refuser. Elle ne voulait pas d'attention, ne voulait pas être citée en exemple, ne voulait pas de projecteur sur ce qui avait été la période la plus douloureuse de sa vie. Mais Madame Chevalier expliqua que Sienna l'avait nominée, ainsi que plusieurs dizaines d'autres élèves qui avaient signé la pétition, et qu'ils avaient écrit des déclarations sur la façon dont les actions de Théa les avaient inspirés à être plus courageux, à s'opposer au harcèlement, à trouver leur propre force. Lors de la cérémonie de remise des prix fin mai, devant toute l'assemblée du lycée dans l'auditorium, Théa traversa la scène pour accepter la plaque, tandis que sa mère, sa tante et Kieran applaudissaient depuis le public. Elle n'avait pas préparé de discours, ne s'attendait pas à dire quoi que ce soit, mais quand elle atteignit le micro, les mots vinrent naturellement. « Je ne me sens pas particulièrement courageuse, » dit-elle, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Pendant des mois, j'ai été silencieuse, invisible, subissant des abus sans me défendre. Mais j'ai appris qu'il y a différentes sortes de courage. Il y a le courage de se battre quand c'est nécessaire, mais il y a aussi le courage de faire preuve de retenue, de choisir la pitié plutôt que la vengeance, d'aider les gens même quand ils ne le méritent pas. Mon père m'a appris que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres ou à inspirer la peur. Elle consiste à se protéger et à protéger les autres, tout en conservant son humanité. C'est ce que j'ai essayé de faire, et j'espère que si l'un d'entre vous est confronté à des situations comme la mienne, vous vous souviendrez. Vous méritez d'être défendu, vous méritez le respect, et se défendre ne signifie pas perdre qui vous êtes. Les applaudissements furent tonitruants, et quand Théa retourna à sa place, Kieran lui serra la main et murmura « Ton père serait si fier. » Les yeux de Théa s'emplirent de larmes, mais elle souriait, sentant pour la première fois qu'elle avait peut-être honoré la mémoire de son père après tout, non pas en rejetant ses enseignements, mais en les comprenant plus profondément qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le dernier jour de classe arriva. Chaud et ensoleillé, les élèves se déversant des portes du lycée Jean Moulin vers la liberté de l'été. Théa sortit avec Kieran, Sienna, Félix et ses autres nouveaux amis, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ils firent des projets pour l'été, des excursions à la mer, des marathons de films, des séances d'entraînement à la salle de Miguel, des virées dans les Alpes, des projets d'adolescents normaux, le genre que Théa n'avait jamais imaginé avoir à son arrivée à Jean Moulin en août. En arrivant sur le parking, Théa vit Gareth au loin, montant dans sa voiture. Il jeta un coup d'œil, croisa son regard et leva la main dans un petit signe. Pas amical exactement, mais reconnaissant, respectueux. Théa lui rendit son signe de tête, une simple reconnaissance qu'ils avaient tous deux survécu à l'année. Tous deux appris de dures leçons. Tous deux eurent l'opportunité d'être meilleurs à l'avenir. Puis il s'en alla, et Théa se tourna vers ses amis, prête à entrer dans un été plein de possibilités. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Théa s'assit sur son lit avec les gants de son père sur ses genoux.
Elle traça du doigt sa signature, se souvint de sa voix, de ses leçons, de son amour. « Je crois que je commence enfin à comprendre ce que tu essayais de m'apprendre, papa, » dit-elle doucement à la pièce vide. Il ne s'agissait pas seulement des techniques ou de la discipline. Il s'agissait de savoir qui tu es, ce que tu défends, et d'avoir le courage de vivre selon ses valeurs même quand c'est difficile. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le comprendre. Elle plaça soigneusement les gants dans son sac de sport, non plus enfermés par culpabilité, mais réintégrés dans sa vie avec compréhension et détermination. Son téléphone vibra. Un texto de Kieran. « J'ai hâte d'être à cet été, et à l'année prochaine, et honnêtement, à tout ce qui viendra après, tant qu'on le découvre ensemble. » Théa sourit et répondit « Pareil, merci de m'avoir vu quand j'essayais si fort d'être invisible. Merci d'avoir été patient pendant que je réapprenais à être moi-même. » La réponse arriva rapidement. « Merci d'avoir été assez courageuse pour te défendre, pas seulement pour toi, mais pour ce qui est juste. Tu as changé, Jean Moulin, tu m'as changé. J'ai hâte de voir ce que tu feras d'autre. » Théa posa son téléphone et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la banlieue lyonnaise s'étendre devant elle, les lumières commençant à scintiller alors que le crépuscule tombait sur la ville. Elle pensa à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée, la douleur, la peur, l'isolement, mais aussi la croissance, les amitiés, la découverte de soi. Elle pensa à la personne qu'elle avait été, brisée, cachée, essayant d'honorer son père en rejetant des parties essentielles d'elle-même. Et elle pensa à la personne qu'elle devenait, forte mais compatissante, capable mais pas agressive, prête à se défendre et à défendre les autres, tout en conservant son humanité. Le lundi suivant, Théa retourna à la salle de Miguel pour sa séance d'entraînement habituelle. Elle banda soigneusement ses mains, le rituel méditatif et apaisant, puis passa 1 heure à enchaîner les combinaisons sur le sac de frappe. Miguel observait de l'autre côté de la salle, offrant parfois des corrections, mais la laissant surtout travailler. Après, alors qu'elle débandait ses mains, il s'approcha. « Tu as trouvé ton équilibre, » observa-t-il. « T'entraîner sans concourir, rester affûté sans chercher la violence. Ton père reconnaîtrait ce que tu as accompli. » Théa hocha la tête, sentant la vérité de ses paroles. « J'ai passé si longtemps à penser que je devais choisir entre être une combattante et être une bonne personne, mais ce ne sont pas des opposés. La discipline, le contrôle, le respect, ce sont ces choses qui font un bon combattant et une bonne personne. C'est la même fondation. » Miguel sourit. « Exactement. Et maintenant, tu enseignes cette leçon aux autres, tu leur montres par l'exemple. C'est un héritage puissant à construire. » Pendant l'été, le programme de self-défense que Théa avait aidé à développer s'étendit, Miguel proposant des cours supplémentaires pour les membres de la communauté au-delà des simples élèves de Jean Moulin. La philosophie du programme, son accent sur la confiance et la désescalade plutôt que sur l'agression, se fit connaître, et bientôt des élèves d'autres lycées demandèrent s'ils pouvaient participer. Théa se retrouva de plus en plus impliquée, démontrant des techniques, partageant son histoire lorsque c'était approprié, aidant les autres à comprendre que la self-défense était autant une question de préparation mentale et de conscience que de compétences physiques. Un moment particulièrement significatif survint en juillet lorsqu'une petite fille silencieuse d'environ 14 ans approcha Théa après un cours. « Je voulais juste vous remercier », dit la jeune fille timidement. « J'ai des problèmes avec des harceleurs à mon collège, et je commençais à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je le méritais en quelque sorte. Mais entendre votre histoire, voir comment vous avez géré tout ça, ça m'a aidé à comprendre que ce n'est pas de ma faute, et apprendre ces techniques m'a donné le sentiment de ne plus être impuissante. » Théa sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Tu n'as jamais été impuissante, » dit-elle doucement. « Tu avais juste besoin d'outils et de la permission de les utiliser. Souviens-toi, le but n'est jamais de se battre. Le but est d'être assez confiante pour avoir rarement à le faire.
Et si quelqu'un te harcèle, parle-en à un adulte, signale-le, documente-le. Ne souffre pas en silence comme je l'ai fait. La jeune fille hocha la tête sérieusement, et Théa vit dans son expression une détermination qui lui rappela la sienne, la décision de cesser d'être une victime et de commencer à être une survivante. En août, juste avant la rentrée scolaire, Théa et Kieran partirent pour une randonnée d'une journée dans les Alpes, voulant profiter d'une dernière aventure avant la reprise des cours. Ils trouvèrent un sentier qui serpentait à travers les forêts de pins et débouchait sur des panoramas époustouflants de sommets enneigés. Au sommet, assis sur un rocher chauffé par le soleil, avec le monde étalé à leurs pieds, ils parlèrent de l'année à venir. « Tu penses que ce sera bizarre de retourner à Jean Moulin ?» demanda Kieran. « Après tout ce qui s'est passé, avec ta réputation maintenant ?» Théa réfléchit à la question. « Peut-être un peu. Mais je ne suis plus la même personne qui a commencé la base en août dernier. Je n'essaie plus d'être invisible. J'ai des amis, je tais-toi, j'ai un but avec le programme de self-défense. Et je sais qui je suis maintenant, ce qui rend tout le reste plus facile. » Elle s'appuya contre son épaule, à l'aise dans le silence entre eux, la facilité d'être avec quelqu'un qui la connaissait et l'acceptait vraiment. « Je suis fier de toi, » dit Kieran doucement. « Pas seulement pour le grand moment au self, mais pour tout le reste. Pour avoir choisi de ne pas laisser l'amertume te définir, pour avoir fait preuve de pitié quand tu aurais pu choisir la vengeance, pour avoir transformé ta douleur en quelque chose qui aide les autres. » Théa sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as vu quand tout le monde regardait à travers moi. Tu m'as défendu quand il aurait été plus facile de rester silencieux. Ça a compté plus que tu ne l'imagines. » Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet. Théa pensa à son père, aux leçons qui avaient semblé si confuses et contradictoires après sa mort, mais qui semblaient maintenant claires et déterminées. Le contrôle, c'est tout. Le combat est un dernier recours. La vraie force inclut de savoir quand ne pas se battre. La pitié est plus difficile et plus puissante que la vengeance. Ce n'étaient pas seulement des principes d'arts martiaux, c'étaient des principes de vie, des guides pour naviguer dans un monde qui semblait souvent hostile et injuste. Quand la nouvelle année scolaire commença, Théa franchit les portes de Jean Moulin, la tête haute et les épaules en arrière, n'étant plus le fantôme qu'elle avait été. Les élèves la saluaient dans les couloirs, les professeurs souriaient et disaient bonjour, et elle répondait naturellement, à l'aise, n'essayant plus de disparaître. Son emploi du temps comprenait des cours de français avancés où elle et Kieran continueraient à analyser la littérature ensemble, et on lui avait demandé d'être assistante pour le programme de self-défense pendant la dernière heure, travaillant avec Miguel et Madame Chevalier pour développer le programme. Le lycée semblait différent, ou peut-être que Théa se sentait différente, ou peut-être que les deux étaient vrais simultanément. Il y avait un changement visible dans la façon dont les élèves se traitaient les uns les autres, une plus grande conscience de la responsabilité des témoins, une plus grande volonté d'intervenir lorsque quelqu'un était maltraité. Ce n'était pas parfait. Jean Moulin était toujours un lycée typique avec des dynamiques d'adolescents typiques, mais c'était mieux, nettement mieux, et Théa savait qu'elle avait joué un rôle dans ce changement. Pendant la première semaine de la rentrée, elle vit Garrett dans le couloir entre deux cours. Il marchait seul, n'étant plus entouré de partisans, son attitude humble et prudente. Quand il vit Théa approcher, il se plaqua contre les casiers pour lui laisser de l'espace, son langage corporel déférent, presque apologétique. Théa s'arrêta à côté de lui. « Comment s'est passé ton été ?» demanda-t-elle, son ton neutre, mais pas hostile. Garrett parut surpris qu'elle lui ait adressé la parole. « C'était éducatif. Mon père m'a fait faire du bénévolat dans un centre pour jeunes en travaillant avec des enfants à risque, pour m'apprendre l'empathie, je suppose. » Il grimaça. « Ça a marché, cependant. »
Voir des enfants confrontés à de vrais problèmes, pas à des drames de lycée fabriqués, ça met les choses en perspective. Théa hocha la tête. C'est bien. Grandir, c'est bien. Elle commença à s'éloigner, puis se retourna. Gareth, je pensais ce que j'ai dit. Tu as une chance d'être meilleur. Ne la gâche pas. Il hocha la tête sérieusement. Je ne le ferai pas. Et Théa, merci de m'avoir donné cette chance. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Théa offrit un petit sourire. Tout le monde mérite une chance de changer, mais une seule, fais en sorte qu'elle compte. Au fur et à mesure que le semestre avançait, Théa s'installa dans un rythme qui lui semblait durable et même joyeux. Elle maintint ses notes, continua à s'entraîner à la salle de Miguel, approfondit ses relations avec ses amis et navigua dans les délicieuses complications d'une vraie relation avec Kiran. Ils étudiaient ensemble au CDI, sortaient au cinéma et à des concerts, passaient des heures à parler de leurs rêves, de leurs peurs et de tout le reste. C'était le genre d'expérience d'adolescente normale que Théa avait cru ne jamais avoir, et elle chérissait chaque instant. Le programme de self-défense continua de croître avec de nouveaux élèves qui se joignaient chaque semaine. Théa trouva une réelle satisfaction à enseigner, à voir des élèves nerveux gagner progressivement en confiance, à les voir se tenir plus droit et se déplacer dans le monde avec moins de peur. Elle partageait son histoire lorsque c'était approprié, expliquant que les compétences en self-défense étaient importantes, mais qu'éviter les combats par la conscience et la désescalade l'étaient encore plus. Le meilleur combat est celui qui n'a jamais lieu, disait-elle aux nouveaux élèves, faisant écho aux paroles de son père. Mais si un combat devient inévitable, vous voulez y mettre fin rapidement, en toute sécurité, avec un minimum de dommages pour toutes les personnes impliquées. Une séance particulièrement significative eut lieu en octobre lorsqu'une élève nommée Rachel l'approcha après le cours, des larmes coulant sur son visage. « Je dois vous dire quelque chose, » dit Rachel, la voix tremblante. « J'avais l'intention de me faire du mal. » Les choses à la maison sont vraiment difficiles, et à l'école, les gens ont été horribles avec moi, et je me sentais complètement désespéré. Mais ensuite, j'ai rejoint ce programme, et j'ai entendu votre histoire sur le choix d'être forte sans choisir la violence, sur la façon dont vous avez traversé la pire période de votre vie en vous accrochant à vos valeurs, même quand c'était difficile. Ça m'a fait réaliser que je pouvais survivre à ça, que je pouvais m'en sortir sans me faire quelque chose d'irréversible. Théa serra Rachel dans ses bras, ses propres yeux s'emplissant de larmes. « Je suis si contente que tu sois encore là, » murmura-t-elle. « Je suis si contente que tu aies choisi de rester. Tu comptes, Rachel, ta vie compte. » Après avoir calmé Rachel et s'être assuré qu'elle avait des ressources, conseiller, adulte de confiance, ligne d'écoute, Théa s'assit dans le bureau de Miguel et pleura, submergée par la prise de conscience que son histoire, sa douleur, avait potentiellement sauvé la vie de quelqu'un. Miguel lui tendit des mouchoirs et la laissa digérer. « C'est pour ça que nous faisons ce travail, dit-il doucement, pas seulement pour apprendre aux gens à donner un coup de poing ou à échapper à une prise, pour leur apprendre qu'ils méritent d'être défendus, que leur vie a de la valeur, qu'ils peuvent survivre à des choses terribles et en sortir plus forts. Ton père comprenait ça. Tu le comprends maintenant aussi. » Novembre apporta un développement inattendu. Une chaîne d'information locale contacta Madame Chevalier, voulant faire un reportage sur le programme anti-harcèlement innovant de Jean Moulin et les cours de self-défense qui en étaient devenus un élément clé. Il voulait spécifiquement interviewer Théa, ayant entendu parler de son rôle dans le lancement du programme et de l'incident qu'il avait provoqué. Théa était hésitante, mal à l'aise avec l'attention, mais Madame Chevalier et sa mère l'encouragèrent toutes deux à le faire. « Ton histoire pourrait aider des élèves d'autres lycées, » souligna sa mère. « Elle pourrait aider les administrateurs à comprendre comment aborder le harcèlement plus efficacement. Il ne s'agit pas pour toi de chercher l'attention,
Il s'agit d'empêcher d'autres enfants de souffrir comme tu as souffert. L'interview fut filmée dans le gymnase pendant un cours de self-défense. Théa démontra des techniques, tout en expliquant la philosophie du programme, puis s'assit pour une conversation plus personnelle sur ses expériences. La journaliste, une femme bienveillante nommée Diana Chen, posa des questions réfléchies qui ne sensationnalisaient pas la violence, mais se concentraient sur les leçons apprises et les changements positifs à Jean Moulin. « Que diriez-vous aux élèves qui sont actuellement victimes de harcèlement ?» demanda Diana. Théa réfléchit attentivement avant de répondre. « Premièrement, ce n'est pas de votre faute. Rien de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait ne justifie que quelqu'un vous traite mal. Deuxièmement, parlez-en à quelqu'un, un parent, un professeur, un conseiller, quiconque écoutera. Ne souffrez pas en silence comme je l'ai fait. Troisièmement, documentez tout. Gardez des archives, sauvegardez les messages, notez les dates et les témoins. Et quatrièmement, souvenez-vous que c'est temporaire. Le lycée semble durer une éternité quand on y est, mais ce n'est pas le cas. Vous survivrez à ça et vous serez plus fort pour y avoir survécu. Et un jour, vous pourrez aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. » Le reportage fut diffusé à la mi-novembre et fut repris par plusieurs autres médias. Soudain, Théa commença à recevoir des messages d'élèves de lycée de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et même d'autres régions, la remerciant d'avoir partagé son histoire, lui demandant des conseils, décrivant leur propre lutte. C'était écrasant, mais aussi profondément significatif. Elle répondit à autant de messages que possible, insistant toujours sur les mêmes thèmes. Vous comptez, parlez-en à quelqu'un, documentez tout, c'est temporaire, vous survivrez. L'effet d'entraînement se poursuivit jusqu'en décembre. D'autres lycées commencèrent à contacter Miguel pour mettre en place des programmes similaires. Madame Chevalier fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence académique sur la prévention du harcèlement. Et Théa, qui avait commencé l'année scolaire en essayant d'être invisible, se retrouva à devenir à contre-cœur un symbole de résilience et de changement constructif. À Noël, la mère de Théa lui fit un cadeau spécial, un album photo qu'elle avait créé, rempli de photos de la salle de son père. Il y avait des photos de Théa enfant avec de minuscules gants, des photos de ses premières compétitions, des photos de son père en train d'enseigner, rayonnant de fierté devant les succès de ses élèves. La dernière page contenait une lettre que son père avait écrite peu avant sa mort, adressée à Théa, trouvée dans son bureau lorsqu'il vidait la salle. Sa mère l'avait gardée, attendant le bon moment pour la partager. Théa lut la lettre en larmes. « Ma chère Théa, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je veux que tu saches que tout ce que je t'ai appris sur le combat, la discipline, le contrôle, tout cela visait à t'aider à naviguer dans un monde compliqué. Les techniques ne sont que des outils. La vraie leçon a toujours porté sur le caractère, sur le choix de la personne que tu veux être face à des situations difficiles. Tu feras face à des harceleurs, des obstacles, des gens qui voudront t'abattre. La façon dont tu répondras à ces défis te définira bien plus que les défis eux-mêmes. Sois forte, mais compatissante. Sois capable, mais pas cruelle. Défends-toi et défends les autres, mais ne deviens pas une agresseuse. Fais preuve de pitié quand tu le peux, car la pitié est un cadeau que tu te fais autant qu'aux autres. Je suis si fier de la personne que tu deviens. Quel que soit le chemin que tu choisisses, parcours-le avec intégrité. Je t'aime, papa. Kiran tint Théa dans ses bras pendant qu'elle pleurait, lisant la lettre par-dessus son épaule, comprenant sans mots l'impact profond de recevoir le dernier message de son père. « Il savait, » dit Théa à travers ses larmes, « il savait exactement ce que j'aurais besoin d'entendre un jour. Il savait que j'aurais du mal à savoir quand me battre et quand faire preuve de retenue. Il continuait à m'enseigner, même après sa mort. » Elle serra la lettre comme une bouée de sauvetage, sentant la présence de son père dans les mots, sentant ses conseils dans les leçons qu'elle avait enfin appris à appliquer. La nouvelle année apporta un objectif renouvelé. Théa redoubla d'efforts dans son entraînement,
non pas pour se préparer à la compétition, mais pour maintenir ses compétences, rester affûtée, honorer l'héritage de son père par une pratique quotidienne. Elle continua à enseigner à la salle de Miguel, trouvant de la joie à aider les autres à découvrir leurs propres forces. Sa relation avec Kieran s'approfondit pour devenir quelque chose de stable et de mature, construit sur le respect mutuel et un véritable partenariat. Et au lycée Jean Moulin, elle était devenue quelqu'un vers qui les élèves se tournaient pour obtenir du soutien, de la sagesse et la preuve que la survie était possible. En février, pour ce qui aurait été l'anniversaire de son père, Théa organisa une séance d'entraînement commémorative à la salle de Miguel. Elle invita sa mère, sa tante, Kieran, ses amis du lycée et toute personne du programme de self-défense qui souhaitait y assister. Miguel les guida à travers des exercices, expliquant la philosophie derrière chaque technique, insistant sur le contrôle, la discipline et le respect. Ensuite, Théa partagea des histoires sur son père, sur sa salle, sur la communauté qu'il avait bâtie, en apprenant aux gens à se défendre tout en conservant leur humanité. Mon père disait qu'une ceinture noire ne vous rend pas dangereux. Elle vous rend responsable, dit Théa au groupe rassemblé. Il croyait qu'une fois que vous saviez que vous pouviez vous débrouiller dans un combat, vous aviez l'obligation d'éviter les combats, de désamorcer les situations, de vous éloigner chaque fois que possible, non pas parce que vous étiez faible ou effrayé, mais parce que vous compreniez les conséquences potentielles et que vous choisissiez la paix. C'est ce que j'essaie de perpétuer. Sa conviction que la vraie force inclut de savoir quand ne pas se battre. La salle était silencieuse quand elle eut fini, tout le monde absorbant le message. Puis sa mère se leva et la serra fort dans ses bras, murmurant « Il serait si incroyablement fier de toi. Tu as pris tout ce qu'il t'a appris et tu en as fait quelque chose de personnel. Tu l'as utilisé pour aider les autres. Tu as transformé ta douleur en objectif. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire. » Le semestre de printemps apporta de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. On demande à Théa de prendre la parole lors d'une conférence régionale sur la prévention du harcèlement, partageant son histoire aux côtés d'administrateurs, de conseillers et d'autres élèves ayant traité de problèmes similaires. L'expérience fut angoissante, mais finalement valorisante. Se tenir devant des centaines de personnes et expliquer comment l'approche de Jean Moulin avait fonctionné, ce qui rendait leur programme efficace, quelles leçons pouvaient être appliquées ailleurs. Pendant la séance de questions-réponses, un administrateur d'une autre école demanda « Quel a été selon vous le tournant ? Quand êtes-vous passé du statut de victime à celui de personne qui prend le contrôle de la situation ?» Théa réfléchit attentivement à la question. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul moment. C'était progressif, construit à partir de nombreuses petites décisions. Chaque jour où je choisissais de ne pas riposter, j'exerçais un contrôle. Chaque fois que je restais fidèle à mes valeurs, malgré la provocation, je reprenais le pouvoir. Le moment au self où je me suis finalement défendu physiquement, c'était important. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Le vrai tournant a été interne, quand j'ai réalisé que je pouvais honorer la mémoire de mon père en utilisant ce qu'il m'avait appris, et non en m'en cachant. Après sa présentation, plusieurs élèves l'approchèrent en privé, partageant leurs propres histoires, demandant des conseils, cherchant de l'espoir. Théa écouta chacun d'eux, offrit la sagesse qu'elle pouvait et les mit en contact avec des ressources. Une jeune fille, visiblement meurtrie avec un œil au beurre noir qu'elle essayait de cacher avec du maquillage, murmura qu'elle était maltraitée à la maison, qu'elle ne savait pas à qui le dire, ni comment s'échapper. Théa trouva immédiatement un conseiller de la conférence, resta avec la jeune fille pendant qu'elle faisait son premier signalement, s'assura qu'elle avait du soutien et un plan de sécurité. Plus tard, seule avec Kieran, Théa s'effondra de nouveau en larmes, submergée par le poids de la douleur des autres, la responsabilité d'être quelqu'un vers qui les autres se tournaient pour obtenir des conseils. « Tu ne peux pas sauver tout le monde », dit Kieran doucement, la tenant dans ses bras.
Tu ne peux pas réparer toutes les choses brisées dans le monde, mais tu peux aider, personne par personne, moment par moment. C'est suffisant. Ça doit être suffisant. Sinon tu vas t'épuiser à essayer de faire l'impossible. Théa hocha la tête, sachant qu'il avait raison, reconnaissante d'avoir quelqu'un qui comprenait les émotions compliquées, qui accompagnait le fait d'être à la fois survivante et militante. À l'approche de la fin de l'année et de l'obtention de son bac, Théa réfléchit à tout ce qui avait changé en une seule année. Elle était arrivée au lycée Jean Moulin brisée, traumatisée, essayant de disparaître. Elle partait avec de véritables amitiés, une relation saine, un sentiment d'utilité et un début de guérison. Elle avait affronté ses pires peurs, la confrontation, la violence, la vulnérabilité, et avait survécu non seulement intacte, mais plus forte. Elle avait appris que les enseignements de son père n'étaient pas un fardeau à cacher, mais un cadeau à embrasser et à partager. La semaine précédant la remise des diplômes, Madame Chevalier convoqua Théa dans son bureau une dernière fois. « Je voulais vous dire quelque chose, avant que vous ne quittiez Jean Moulin, » dit la CPE. « Ce que vous avez fait ici, vous défendre, faire preuve de pitié, aider à créer un changement positif, cela fera partie de la culture de Jean Moulin à l'avenir. Les élèves entendront votre histoire, apprendront de votre exemple et feront, espérons-le, de meilleurs choix grâce à ce que vous avez démontré. C'est un héritage que la plupart des gens ne créent pas en une vie, et vous l'avez fait en une seule année scolaire. » Théa sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je ne l'ai pas fait seul. Vous m'avez soutenu, Miguel m'a entraîné, Kieran était à mes côtés, d'autres élèves ont trouvé le courage de parler. C'était nous tous ensemble. » Madame Chevalier sourit. « Le vrai leadership, c'est de reconnaître que le changement est collaboratif. Vous allez faire des choses remarquables après avoir quitté cet endroit, Théa. J'en suis certaine. » Le jour de la remise des diplômes arriva, chaud et ensoleillé, la cérémonie se tenant en plein air sur le terrain de rugby. Théa était assise avec ses camarades de classe par ordre alphabétique, séparée de Kieran, mais pouvant le voir plusieurs rangs devant. Lorsque son nom fut appelé, elle traversa la scène pour recevoir son diplôme, et les applaudissements furent forts, soutenus, sincères. Des élèves à qui elle n'avait jamais parlé l'acclamèrent, les professeurs rayonnaient de fierté, et dans le public, sa mère et sa tante pleuraient des larmes de joie. Après la cérémonie, dans le chaos des photos, des adieux et des célébrations, Gareth l'approcha une dernière fois. « Je voulais juste te dire félicitations, » dit-il, gardant ses distances, respectueux des limites. « Et te dire que j'ai été accepté dans une fac, pas la grande école que mon père voulait, mais un endroit où je peux étudier pour devenir éducateur spécialisé. Je veux travailler avec des jeunes à risque, essayer d'aider les enfants qui font face au genre de problèmes qui me faisaient péter les plombs, essayer de faire quelque chose de positif avec ma seconde chance. » Théa sourit, sincèrement heureuse. « C'est génial, Gareth. Vraiment. Il faut du courage pour reconnaître ses erreurs et travailler à les réparer. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Ils se serrèrent la main formellement, clôturant le chapitre de leur histoire commune, chacun avançant sur de meilleurs chemins que ceux où ils avaient commencé. Ce soir-là, après la fin des fêtes de fin d'année, Théa et Kieran se rendirent en voiture sur une colline surplombant Lyon, regardant les lumières de la ville s'étendre en dessous d'eux comme une constellation. Ils iraient tous les deux dans des universités de la région, assez proches pour se voir régulièrement, engagés à maintenir leurs relations tout en grandissant en tant qu'individus. « À quoi tu penses ?» demanda Kieran, son bras autour de ses épaules. Théa s'appuya contre lui, à l'aise et satisfaite. « Je pense à mon père, à la façon dont il verrait tout ce qui s'est passé cette année. J'ai passé si longtemps à penser que je devais choisir entre me battre et être une bonne personne, mais il m'a appris qu'ils ne sont pas contradictoires.
Se battre quand c'est nécessaire peut être un acte de protection, d'amour, de défense de ce qui est juste. C'est l'intention et le contrôle qui comptent. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je pense aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année qui luttaient avec des choses similaires, tous les élèves qui m'ont contacté après le reportage, toutes les personnes du programme de self-défense, cette fille à la conférence qui était maltraitée. Il y a tellement de gens qui souffrent en silence, pensant qu'ils sont seuls, pensant qu'ils le méritent. Si partager mon histoire aide ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, alors tout ce que j'ai traversé en valait la peine. Kiran l'embrassa sur le sommet de la tête. Ton père t'a donné des compétences pour te défendre physiquement. Mais ce que tu as fait est plus grand que ça. Tu as montré aux gens comment se défendre émotionnellement, comment maintenir leur humanité face à la cruauté, comment être fort sans être violent. C'est un autre type d'art martial, et peut-être un encore plus important. Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus d'eux, Théa pensa au chemin à parcourir. L'université apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles versions des mêmes luttes fondamentales entre se défendre et maintenir ses principes. Mais elle se sentait prête maintenant, équipée non seulement de compétences physiques, mais aussi d'une sagesse émotionnelle, non seulement capable de se défendre, mais engagée à défendre les autres, non seulement survivante, mais épanouie. Elle pensa au plateau repas, à l'incident qui avait tout changé. Sur le moment, elle avait eu l'impression de perdre le contrôle, de rompre la promesse qu'elle avait faite à son père. Mais elle comprenait maintenant que défendre Kiran, se défendre elle-même, refuser d'être victimisée plus longtemps, cela avait été l'expression ultime des enseignements de son père. Il voulait qu'elle soit forte, contrôlée et compatissante, qu'elle sache quand agir et comment agir sans se perdre en cours de route. Elle avait fait exactement cela. J'avais peur de ce que je pourrais devenir si j'utilisais la violence, dit Théa doucement. Peur de devenir comme les gens qui blessent les autres, peur de perdre mon humanité, peur de déshonorer la mémoire de mon père. Mais je réalise maintenant qu'avoir la capacité d'être violent et choisir la retenue, c'est là que réside la vraie force. N'importe qui peut se déchaîner. Il faut de la discipline et du caractère pour faire preuve de pitié quand on pourrait choisir la vengeance. Kiran lui serra l'épaule. T'as retenu ce jour-là au self, quand tu avais vaincu Gareth et que tu as choisi d'arrêter, de l'aider à se relever au lieu de l'humilier. Je pense que ce moment a plus changé Jean Moulin que le combat lui-même. Tout le monde a vu que tu n'étais pas intéressé par la domination ou la vengeance. Tu voulais juste la paix. C'est puissant. Alors que minuit approchait et qu'il se préparait à rentrer, Théa jeta un dernier regard à la ville étendue en contrebas, pensant à tous les gens là-bas qui menaient leur propre bataille, combattaient leurs propres démons, essayaient de survivre à leur propre lycée, lieu de travail et famille. Elle espérait que certains d'entre eux trouveraient leur chemin vers des gens comme Miguel, vers des programmes comme celui de Jean Moulin, vers des communautés qui leur apprendraient qu'ils méritaient d'être défendus, et que se défendre ne nécessitait pas de perdre leur âme. Dans son esprit, elle entendit la voix de son père une dernière fois, la leçon fondamentale qu'il avait passé des années à lui enseigner, la vérité qu'elle avait finalement appris à embrasser. Le contrôle, c'est tout, Théa. Pas contrôler les autres, te contrôler toi-même. Tes réactions, tes choix, ton engagement à être la personne que tu veux être, peu importe comment les autres te traitent, c'est la plus haute forme d'art martial, c'est la vraie maîtrise. Elle était arrivée au lycée Jean Moulin comme un fantôme, invisible, silencieuse et effrayée. Elle partait en étant elle-même, forte mais compatissante, capable mais pas cruelle, compétente mais engagée pour la paix. Le voyage entre ces deux versions d'elle-même avait été douloureux et difficile, avait nécessité d'affronter ses pires peurs et de briser les murs protecteurs qu'elle avait construits autour de son cœur. Mais il avait été nécessaire, transformateur et en valait finalement la peine.
Alors qu'il rentrait dans les rues calmes, la main de Kieran chaude dans la sienne, Théa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. La paix. Pas la fausse paix de l'évitement, de la dissimulation, de la prétention que les problèmes n'existaient pas. Une paix réelle, gagnée par la lutte, construite sur une fondation de connaissance de soi et de sagesse durement acquise. Elle savait qui elle était maintenant, savait de quoi elle était capable, savait ce qu'elle défendait, et cette connaissance, cette certitude, était une armure bien plus efficace que n'importe quelle compétence physique. La semaine suivante, Théa retourna à la salle de Miguel pour sa séance d'entraînement habituelle. Alors qu'elle bandait ses mains, le rituel familier et apaisant, Miguel s'approcha avec une enveloppe. « C'est arrivé pour toi », dit-il. À l'intérieur se trouvait une lettre de la jeune fille de la conférence, celle qui était maltraitée à la maison. Elle était en sécurité maintenant, vivant chez des parents, suivant une thérapie, commençant à guérir. « Merci de m'avoir écouté », disait la lettre. « Merci de ne pas avoir détourné le regard. Merci de m'avoir montré que je pouvais survivre et que survivre n'était pas une faiblesse, mais une force. Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. » Les mains de Théa tremblaient alors qu'elle finissait de lire. Miguel pose une main paternelle sur son épaule. « Ton père serait fier au-delà des mots. Tu as pris ce qu'il t'a appris et tu en as fait quelque chose de plus grand que le combat, plus grand que la self-défense. Tu as créé un héritage de compassion, soutenu par la capacité. C'est rare et précieux. » Pendant l'été avant l'université, Théa poursuivit son travail avec le programme de self-défense, qui s'était maintenant étendu pour inclure plusieurs sites dans la région lyonnaise. Elle s'entraînait régulièrement, maintenant ses compétences, mais plus importante encore, elle continuait à partager son histoire et la philosophie de son père avec quiconque voulait l'écouter. Chaque personne qu'elle aidait, chaque élève qui trouvait confiance grâce à l'entraînement, chaque victime qui apprenait qu'elle méritait d'être défendue, tout cela lui donnait l'impression d'honorer la mémoire de son père de la manière la plus significative possible. Pour ce qui aurait été le prochain anniversaire de son père, Théa se rendit sur sa tombe pour la première fois depuis son déménagement à Lyon. Elle apporta des fleurs et ses gants d'entraînement usés, s'assit dans l'herbe à côté de sa pierre tombale et lui parla comme s'il était là à l'écouter. Elle lui raconta l'année qu'elle avait eue, les défis qu'elle avait relevés, les leçons qu'elle avait apprises. Elle s'excusa d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qu'il avait essayé de lui enseigner, et elle le remercia de lui avoir donné des outils qui étaient bien plus que des techniques, des outils pour vivre, pour naviguer dans un monde compliqué, pour être forte sans être cruelle. « Je vais continuer à enseigner, papa, » dit-elle doucement, traçant du doigt son nom gravé dans le granit. « Je vais continuer à partager ce que tu m'as appris, m'assurer que les gens comprennent que le combat est une question de protection et de contrôle, pas d'agression et de domination. Je vais m'assurer que ton héritage perdure, pas seulement en moi, mais en tous ceux que je peux atteindre. C'est ma promesse à toi maintenant, non pas de ne jamais me battre, mais de me battre sagement. De ne me battre que lorsque c'est nécessaire, de me battre de manière à honorer tes enseignements. » Alors qu'elle était assise là, dans le cimetière calme, une brise chaude faisant bruisser les feuilles au-dessus de sa tête, Théa sentit la présence de son père, non pas comme un fantôme ou un souvenir, mais comme une partie vivante de qui elle était. Ses leçons n'étaient pas séparées d'elle, elles étaient tissées dans son caractère, informant chaque décision, guidant chaque action. Elle les avait finalement intégrées, avait cessé de leur résister, avait cessé de les traiter comme un fardeau à cacher. C'était un cadeau, précieux et puissant, et elle passerait le reste de sa vie à se montrer digne de ce cadeau. Quand l'université commença en septembre, Théa se plongea dans ses études avec un objectif renouvelé, se spécialisant en psychologie avec une mineure en droit pénal, prévoyant de travailler à terme avec des jeunes à risque et des survivantes de violences conjugales. Elle continua à s'entraîner dans une salle de MMA locale près du campus, continua à donner des cours de self-défense en tant que bénévole,
continua à partager son histoire avec quiconque avait besoin de l'entendre. Le travail était exigeant et parfois épuisant sur le plan émotionnel, mais il était significatif d'une manière qui rendait la difficulté valable. Kieran, étudiant dans une autre université mais restant proche, demeura une source constante de soutien et d'amour. Ils naviguèrent dans les défis de maintenir une relation tout en grandissant en tant qu'individus, apprenant à équilibrer l'indépendance et le partenariat, se soutenant mutuellement dans leurs rêves tout en poursuivant les leurs. C'était le genre de relation saine et mature que Théa n'avait jamais imaginé avoir, construite sur le respect mutuel et une amitié sincère, renforcée par des expériences partagées et des valeurs complémentaires. Des années plus tard, après avoir terminé ses études et commencé sa carrière dans des programmes pour la jeunesse et des organisations de lutte contre les violences conjugales, Théa repensait parfois à ce jour au self du lycée Jean Moulin, le moment où tout avait changé. Le plateau repas arraché de ses mains, le sourire arrogant de Garrett, la décision se cristallisant dans son esprit qu'elle en avait fini d'être une victime. Sur le moment, elle avait eu l'impression de craquer, d'échouer, de trahir sa promesse. Mais elle comprenait maintenant que c'était une transformation nécessaire et profonde. Elle avait appris que la force sans compassion n'était que brutalité, que la compétence sans discipline n'était que violence, que le pouvoir sans responsabilité était tyrannie. Elle avait appris que faire preuve de pitié ne vous rendait pas faible. Cela vous rendait assez fort pour choisir différemment, assez courageux pour briser les cycles de violence, assez sage pour savoir que la vengeance et la justice n'étaient pas la même chose. Elle avait appris qu'honorer la mémoire de son père ne consistait pas à ne jamais utiliser ce qu'il lui avait appris, mais à l'utiliser sagement, avec parcimonie, avec une pleine conscience des conséquences et l'engagement d'utiliser la force minimale nécessaire. Plus importante encore, elle avait appris que la souffrance n'avait pas à être silencieuse, que les victimes pouvaient devenir des survivantes, qui pouvaient devenir des militantes, que le courage d'une personne de se lever pouvait inspirer les autres à faire de même. Elle avait appris que la vraie force était complexe, féroce mais pas cruelle, capable mais contenue, puissante mais compatissante. Elle avait appris qu'on pouvait être une guerrière et une pacificatrice simultanément, que ces identités n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. Debout devant un nouveau groupe d'élèves dans un centre social, regardant des personnes nerveuses entrer pour leur premier cours de self-défense, Théa se vit dans leur visage, effrayée, incertain, espérant trouver quelque chose qui les ferait se sentir plus en sécurité dans un monde souvent dangereux. Elle sourit chaleureusement, se souvenant de ce que c'était d'être à leur place, et commença le cours comme elle le faisait toujours, non pas avec des techniques ou des postures, mais avec la philosophie. Mon père me disait qu'apprendre à se battre devrait vous rendre moins susceptible de vous battre, pas plus, dit-elle, sa voix portant clairement dans la pièce. Parce qu'une fois que vous savez que vous pouvez vous débrouiller, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous vous déplacez dans le monde différemment. Vous ne cherchez pas le conflit, vous ne reculez pas devant une confrontation nécessaire. Vous existez simplement avec confiance et en paix. C'est ce que nous sommes ici pour apprendre. Non pas comment blesser les gens, mais comment nous protéger et protéger les autres tout en conservant notre humanité. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Non pas si vous avez gagné le combat, mais si vous êtes resté qui vous vouliez être tout au long de celui-ci. Alors que le cours commençait et que les élèves apprenaient leurs premières techniques de base, Théa pensa à Garrett, qui travaillait maintenant comme éducateur pour jeunes dans une autre ville, utilisant son expérience du harcèlement pour aider des enfants en difficulté à trouver de meilleurs chemins. Elle pensa à Kieran,
maintenant son mari, réalisant des films documentaires qui mettaient en lumière des problèmes de justice sociale et donnaient la parole aux communautés marginalisées. Elle pensa aux innombrables élèves qui étaient passés par ces programmes au fil des ans, perpétuant les leçons, diffusant la philosophie, créant des ondes de changement positifs dans leur propre communauté. Elle pensa à son père, parti mais jamais oublié, son héritage vivant non pas dans des trophées ou des titres, mais dans les vies changées, la confiance construite, la violence évitée. Elle pensa à la jeune fille effrayée et silencieuse qu'elle avait été au lycée Jean Moulin, et à la femme forte et compatissante qu'elle était devenue, et à toutes les étapes difficiles, douloureuses et nécessaires entre ces deux versions d'elle-même. Et elle pensa à un plateau repas, arraché de ses mains dans un acte d'humiliation calculé, le moment où le silence prit fin et où la transformation commença. Le moment où elle avait appris que certaines choses valaient la peine de se battre, que se défendre et défendre les autres n'était pas de l'agression mais une nécessité, que la pitié et la force n'étaient pas des opposés mais des partenaires. Le moment où elle avait découvert qu'être la fille de son père ne signifiait pas rejeter ses enseignements, mais les comprendre assez profondément pour les utiliser sagement. Alors que la première séance de cours se terminait et que les élèves sortaient, l'air un peu plus confiant qu'à leur arrivée, une jeune femme resta en arrière. Elle était petite, peut-être 19 ans, avec des bleus visibles sur les bras et de la peur dans les yeux. « Peux vous parler ?» demanda-t-elle doucement. Théa hocha la tête, reconnaissant ce regard, sachant ce qui allait suivre, se préparant à écouter et à aider de toutes les manières possibles. « Mon petit ami me frappe, » murmura la jeune femme, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas comment partir, où aller, je ne sais pas si je suis assez forte pour survivre seule. » Théa lui prit doucement la main, croisant son regard avec compassion et une certitude absolue. « Tu es assez forte, dit-elle fermement. Je le sais parce que j'étais là où tu es, pas avec un partenaire violent, mais me sentant impuissante, piégée et effrayée, et j'ai survécu. Je suis là, et je vais t'aider à survivre aussi, parce que c'est ce que nous faisons, nous nous entraidons. Tu n'es plus seule, faisons un plan. » Alors qu'elles s'asseyaient ensemble pour élaborer un plan de sécurité, mettant la jeune femme en contact avec des ressources et des systèmes de soutien, Théa sentit de nouveau la présence de son père, sentit son approbation, sentit la justesse profonde de ce moment. C'était pour cela que tout l'entraînement avait servi, ce à quoi toute la douleur et la lutte l'avaient préparée, non pas à être la combattante la plus dure ou l'artiste martial la plus douée, mais à être quelqu'un qui pouvait aider les autres à trouver leur propre force, qui pouvait se tenir aux côtés des vulnérables et dire avec une confiance absolue « Tu mérites d'être défendu, tu mérites d'être protégé, tu mérites qu'on se batte pour toi. » Et à cet instant, en enseignant, en aidant et en militant, Théa Hollis sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, non pas comme un fantôme, non pas comme une victime, ni même comme une survivante, mais comme quelque chose de plus, une guerrière pour la paix, une combattante pour la justice, une incarnation vivante des plus hauts idéaux de son père. Le plateau repas avait été le début, mais ceci, aider les autres à trouver leur force, leur voix, leur courage, c'était le véritable but, le vrai combat. La bataille la plus importante qu'elle mènerait jamais. La tempête silencieuse avait enfin trouvé sa voix, et elle l'utiliserait pour résonner à travers les générations. Vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes digne de respect, de sécurité et d'amour. Et lorsque c'est nécessaire, lorsque toutes les autres options sont épuisées, lorsque la paix a échoué et que la protection est nécessaire, vous avez le droit de vous défendre férocement, efficacement et sans perdre l'humanité essentielle qui fait de vous ce que vous êtes. C'était le cadeau de son père, sa sagesse durement acquise, son héritage à transmettre, la connaissance que la vraie force consiste à choisir quand se battre et quand faire preuve de pitié, et à avoir le courage de faire les deux lorsque les circonstances l'exigent.